Mais ce truc de la relation amoureuse, je trouve ça fou, l'intérêt que ça suscite. C'est une des premières recherches Google sur moi. Effectivement, cette histoire de l'orientation sexuelle, je trouve que c'est intéressant aussi parce que la première recherche, c'est pas orientation sexuelle, c'est mari. C'est évidemment, je suis avec un homme. C'est à quel homme un peu j'appartiens. Chez moi, les draps sont rouges depuis très longtemps, la vaisselle est rouge, il y a de la décoration qui est rouge, il y a vraiment beaucoup de rouge qui est présent, mais mes objets préférés sont rouges. Alors, pas du tout en tant que porte-parole de la jeunesse. Et je ne l'ai jamais été. Alors là, déjà, je viens d'avoir 30 ans, donc officiellement, je suis sortie des statistiques de la jeunesse, donc je suis encore moins porte-parole qu'avant. Mais même avant, je ne l'étais pas du tout. Parce qu'il n'y a pas la jeunesse, il y a des jeunesses. Moi, je suis très évidemment inquiète avec ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, qui va, même nous, là, en tant que journalistes, c'est en train de devenir un enjeu majeur. C'est-à-dire comment on sait qu'une vidéo est vraie ou fausse. Jusqu'à présent, on pouvait à peu près distinguer. Là, je pense que ça va devenir complexe. Comment savoir si cette interview est vraie? Engagée, militante, woke, tout ce qu'on veut. Je pense que c'est avant tout fait dans le cadre d'une entreprise de décrédibilisation. Et surtout, j'insiste, je vois qu'on le fait qu'avec certains journalistes. Elise Lucet, elle m'inspire tout court, pour le coup. C'est une journaliste qui m'a donné envie de devenir journaliste. Travaille, pour le coup, pour un média qui est un média d'extrême droite, qui est CNews. Il y a eu plusieurs articles de presse sur le fait que ça pouvait causer certaines tensions, en effet, notamment du côté de l'Élysée. Je ne vois pas avoir d'enfants maintenant, quoi, dans un monde qui brûle. Et alors, cette phrase, ça a déclenché des polémiques auxquelles je n'étais pas prête. Et ça a déclenché un flot d'insultes, de débats, mais comment elle est hyper égoïste, qui va payer nos retraites. Parfois, vraiment, ça va parler de là, mes cheveux, c'est un gros sujet. Du fait que tu aies les cheveux très longs. Oui, le fait que là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent que je vieillis. Parce qu'effectivement, je ne suis pas en pierre, donc du coup, je vieillis par rapport au moment où j'ai commencé. Donc j'ai vu des montages où ça faisait avant, après, et qui montraient que souvent, c'est les masculinistes qui font ça pour expliquer que je suis en train de périmer, quoi. Il y avait des chiffres qui avaient montré qu'une femme était 27 fois plus exposée au cyberharcèlement que les hommes, quel que soit son degré d'exposition. Donc sur certaines vidéos, au début, je mettais du rouge à lèvres rouge. Et en fait, il y avait tellement de commentaires sur rouge à lèvres, le fait que ça faisait un peu... alors, je vous passe les mots, mais voilà. Il y avait tellement de trucs que je me disais, ah, bon, peut-être j'aurais pas dû mettre ce rouge à lèvres. Et donc, je l'ai enlevé. D'ailleurs, j'ai gardé le fait de l'enlever en me disant, bon... où je mettais, par exemple, des décolletés. Et ça a provoqué des commentaires pas possibles. Donc, je me disais, bon, du coup, je mets plus de décolleté. Ce qui me fatigue le plus, c'est que des confrères et des consoeurs reprennent ça. De tous les trucs, les campagnes de diffamation sur Internet, j'en ai eu, mais dans des trucs qui ont fait des millions de vues, où on raconte n'importe quoi sur moi. Je veux dire, Thaïs Escuffon, c'est quelqu'un qui a appartenu à Génération Identitaire, qui est un groupuscule qui a été dissous, notamment à cause de sa vision du monde dite très discriminatoire, et de propos extrêmement discriminatoires. D'ailleurs, Thaïs Escuffon a été condamnée pour ça. Oui, et puis surtout, évidemment, on voit quand même beaucoup plus ça pour les femmes que pour les hommes. Je veux dire, on n'a pas encore beaucoup de... trad husband sur Internet. Ouais, c'est quand même... c'est-à-dire que j'ai rencontré des jeunes qui étaient dans des états où c'est bouleversant de voir ce niveau de détresse. Et quand je vois la politique d'Emmanuel Macron, je me dis, mais c'est pas possible. Il ne se rend pas compte du niveau de désespoir. Bonjour Salomé. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir. Tu es journaliste française, tu diriges le pôle économie du média engagé Blast depuis sa création. Et pour commencer cette interview en ta compagnie, Salomé, j'aimerais te montrer des petites images qui vont certainement te parler. Regarde, ça se passe juste ici. Et tu me dis si tu reconnais. Tu me dis ce que tu vois. Oh, l'Ardèche. C'est vers chez moi, ça. Tu reconnais ces paysages? Bah oui, c'est vers chez moi, c'est dans les Cévennes, enfin non, c'est pas les Cévennes, n'importe quoi. Je dis ça parce que je vois les gorges. C'est les gorges de l'Ardèche, c'est le sud d'Ardèche, c'est vers les Vences, là où j'ai grandi. En effet. Alors, tu es né en Seine-et-Marne et tu as grandi en Ardèche, dans un petit village qui s'appelle les Assions. En quoi tu te rêvais lorsque tu serais grande? Beaucoup de choses. Je crois que les premiers métiers, c'était quand même avocate. J'avais une passion, une fascination pour l'image très fantasmée, pas réelle, du métier d'avocat, mais qu'on voyait dans les films. J'aimais bien l'idée d'être comédienne et j'aimais déjà l'idée d'être journaliste. Pareil, pour ce que j'avais vu dans les films, je me rends compte que la plupart des métiers que je désirais, c'est tout simplement la représentation que j'en avais eue dans les films, les séries, ce que je pouvais regarder, qui me donnait envie potentiellement de les faire. Donc voilà, je rêvais à beaucoup de choses, mais je pense qu'il y avait déjà cette idée de porter une voix
ou en tout cas de pouvoir être entendue, parce que c'est quelque chose qu'on a dans le métier de comédienne, le métier d'avocate et le métier de journaliste. Si tu avais été comédienne, je sais qu'avec Dessy, on referait le monde, mais tu penses que tu aurais été plus une Marion Cotillard ou une Adèle Exarchopoulos? Je pense aucun des deux. Alors, je sais que c'est assez étonnant pour les gens, surtout quand on voit ce que je fais aujourd'hui. Mais moi, ma passion, c'était le comique. Pas du tout le dramatique. Je ne savais même pas faire ça. Donc après, quand j'ai fait les études de théâtre, le conservatoire et tout ça, moi, ce qui me passionnait, c'était Au ciel, mon mari, un côté très vaudeville, quelque chose d'un peu burlesque, des choses très comiques. Et je pense que si j'avais été comédienne, j'aurais pas été actrice de cinéma. J'aurais été comédienne de théâtre. Dans du comique. En tout cas, c'est ce qui me plaisait à l'époque. Après, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais... En fait, tu aurais peut-être été une Florence Foresti. Franchement, ça m'aurait plus parlé. Mais il y avait une raison particulière avec du recul à cette envie de devenir comédienne? Tu voulais soigner une forme de timidité, tu avais une certaine envie de paillettes, de strass, tu avais envie de défis, tu avais envie de te surpasser? Bonne question. Qu'est-ce qui me plaisait? En fait, ça me plaisait vraiment depuis petite. J'ai été mise dans un atelier théâtre un peu par hasard à 5-6 ans, donc vraiment très jeune. Ça m'a énormément plu et après j'ai continué. Et je pense que ce que j'aimais, c'était... J'étais pas timide, j'étais pas une enfant timide. Je pense que c'était vraiment le fait de pouvoir tout lâcher et cette espèce de créativité. J'ai fait pas mal de théâtre d'improvisation aussi. Donc tu peux tout essayer, puis de pouvoir... prendre les habits de quelqu'un d'autre, de pouvoir dire des choses qui ne sont pas tes paroles, qui ne sont pas même du tout ce que tu penses, et de pouvoir, je pense peut-être le côté un peu, comment dire, cathartique, ou de pouvoir tout lâcher, quoi. Il y avait un truc vraiment libérateur. Et après, je pense que c'était le plaisir était immense. Encore aujourd'hui, c'est un truc que je regrette de ne pas en faire. Je ne dis pas que j'en referai pas, je pense que c'est un de mes objectifs, c'est d'en refaire de ce théâtre comique, mais le fait d'être sur scène et d'entendre les rires des gens, c'est quelque chose qui est très gratifiant. Donc peut-être qu'il y a un côté un peu égo, mais pas paillettes. Parce qu'encore une fois, le cinéma n'était absolument pas mon objectif à aucun moment. Donc c'était plus d'être sur scène et puis je sais pas, les planches, le théâtre. Moi, j'ai vraiment un truc, j'adore aller au théâtre. J'aime beaucoup cette ambiance-là et le fait d'avoir un public en vrai. Tu parlais d'habits, moi je vais te parler de vêtements justement. Dans la mode, il existe la petite robe noire. Et chez les journalistes, il y a la journaliste en rouge, nommée Salomé Saké. C'est vrai que j'ai observé, j'ai remarqué sur la plupart des plateaux que tu fais, tu as toujours une petite veste rouge, en haut rouge, il y a une touche de rouge. D'ailleurs, j'ai essayé de te faire honneur aujourd'hui. Est-ce que tu penses, Salomé Saké, que le vêtement dit quelque chose de qui nous sommes? Le vêtement dit quoi de qui tu es? Alors bien sûr que le vêtement dit toujours quelque chose de qui nous sommes. D'ailleurs, petit aparté, on a fait une émission à Blast là-dessus avec Jeanne Guin qui justement a écrit un livre sur le désir de nouveauté et sur comment aussi, il y a un moment où elle parle du vêtement comme positionnement social et tout ça, donc bien sûr que ça dit quelque chose de qui nous sommes. Après, le rouge, moi, c'est une question qu'on m'a pas mal posée. Je crois que ça perturbe beaucoup de gens, le fait que je sois toujours en rouge. Alors j'ai toujours été comment dire ça, amoureuse du rouge. C'est pas juste une couleur préférée, c'est vraiment une couleur qui a une place dans ma vie depuis que je suis toute petite, qui est très importante. Et ça me remplit d'une immense joie, d'une puissance. Ça me fait me sentir très bien, en fait, très forte, au point où c'est presque obsessionnel. Et c'est pas du tout que mes vêtements comme ça. Dans Même la déco à la maison? Chez moi, les draps sont rouges depuis très longtemps, la vaisselle est rouge, il y a de la décoration qui est rouge. Il y a vraiment beaucoup de rouge qui est présent, mais mes objets préférés sont rouges. Enfin, il y a vraiment un truc de... J'adore cette couleur et je ne peux pas l'expliquer, c'est cet amour extrêmement puissant de cette couleur. J'ai même des films que j'aime juste parce qu'il y a du rouge. Je pense au film d'Almodovar où il y a une utilisation du rouge qui me... Je ne saurais même pas comment le décrire, mais qui me fait des sensations quoi, extrêmement fortes et j'adore ça. Et c'est aussi, comme encore une fois, c'est pour moi encore plus une couleur préférée, c'est un espèce un truc porte-bonheur. Naturellement, quand j'ai commencé à avoir des enjeux aussi professionnels, ne serait-ce que mes premiers entretiens d'embauche, ou des moments stressants de vie, juste des moments de vie de base dans l'intimité, pour moi, de porter du rouge, c'est une couleur que je porte quasiment quand même tous les jours, c'est me sentir en confiance, c'est me sentir bien. Et donc, évidemment que quand j'ai commencé à avoir des enjeux stressants que sont la télévision ou des enjeux de représentation, bien sûr que je me suis habillée en rouge. Il y a un peu un effet porte-bonheur aussi pour moi. Et même, je suis très... je ne vais pas dire que je suis superstitieuse, mais je suis gris-gris, quoi. Par exemple, j'ai mes chaînes, là.
Ça, c'est une chaîne que mes grands-parents m'ont offerte, ce qui a une valeur juste sentimentale. Ça, c'est une chaîne qu'une amie très chère m'a offerte en me disant c'est une pierre qui va te donner. Enfin, voilà, moi, je ne crois pas à ces trucs-là, mais par contre, le fait qu'il y ait cette valeur sentimentale fait que je me sens forte. Et donc, quand je porte du rouge ou quand je porte ça et que je suis là en interview, c'est une manière de me sentir juste super bien, au-delà du fait que je trouve cette couleur très jolie. Et c'est marrant parce que depuis du coup que je porte cette couleur, il y a plein de gens qui ont vu une signification politique, une stratégie médiatique, alors que pas du tout, juste j'adore ça. Et, et je continue. Enfin, peut-être que je me calme un peu avec ça, mais c'est vrai que si tu regardes ma garde-robe, les trois quarts des vêtements sont juste rouges, quoi. Non, je sais pas ce que ça dit de moi. C'est ta particularité. On va essayer de savoir justement ensemble ce que ça dit de toi. Déjà, je me suis intéressé à la signification du rouge. Donc le rouge, c'est la couleur de l'énergie, de la passion, du pouvoir. Le rouge attire l'attention, il évoque l'amour et provoque des réactions fortes. C'est une teinte utilisée pour affirmer sa présence et son assurance. J'ai décidé de retirer 3 mots de cette définition. Les mots sont les suivants: énergie, passion, pouvoir. On va commencer par l'énergie, Salomé Saké. Comment décrirais-tu ton énergie de journaliste? Mon énergie de journaliste, elle est importante, je pense. De manière générale, je suis quelqu'un qui a de l'énergie à revendre. Après, ça dépend ce qu'on entend par le terme énergie. Je pense que j'ai une énergie de sérieux, de rigueur et d'implication dans mon travail. Je crois que c'est ce que les gens ressentent. Après, à la limite, c'est aux personnes qui nous regardent de dire en commentaire quelle est mon énergie de journaliste. Moi, en tout cas, je peux juste dire que je ressens que il y a, justement, ça va au deuxième mot, une certaine passion quoi, dans mon travail, au sens où ça me touche, j'ai envie de mettre de l'implication là-dedans. Je te dis, même en parlant, j'ai une implication corporelle, quoi. Ça me traverse les enjeux que je vais documenter. Et donc, je trouve que les termes énergie et passion correspondent plutôt à la manière dont je vais pouvoir exercer mon métier et la personne que je suis, en fait, tout simplement. Après, ça dépend de ce qu'on entend par passion, mais en tout cas, je suis quelqu'un qui suis, oui, très, très impliqué, quoi. Tu as une discipline particulière pour avoir de l'énergie? Non, pas du tout. Tu fais du sport, tu manges sainement Non, je suis le contraire de la discipline. Je ne suis pas du tout disciplinée. C'est un problème, d'ailleurs. Je suis disciplinée... le seul endroit de vie où je suis disciplinée, en fait, c'est dans le travail. C'est-à-dire que là, pour le coup, je vais vraiment m'imposer une rigueur très, très importante, presque trop, mais vraiment très, très importante dans la manière dont je vais produire des émissions, écrire des livres, tout vérifier beaucoup, beaucoup de fois, avoir vraiment, pour le coup, une méthodologie qui est une méthodologie professionnelle, mais alors dans la vie, pas du tout. C'est-à-dire que c'est très erratique. J'essaie un peu plus d'être un peu plus saine, mais non, je n'ai absolument pas de routine, par exemple. Je me lève à des horaires improbables en fonction de mon emploi du temps. Je peux travailler jusqu'à 3-4 heures du matin un jour, l'autre jour pas du tout. Je peux manger mon premier repas à 6 heures du matin comme à 11h30. Non, c'est pas du tout, pas du tout discipliné. On va s'arrêter sur le mot passion, extrait de la définition justement de la couleur rouge. C'est quoi la passion pour toi? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te passionne en dehors de ton métier? Mon métier est déjà ma première passion. C'est quand même une partie très constitutive de ma personne. J'essaie justement de développer autre chose, je crois que c'est important, mais ma première passion, ce qui me fait me lever le matin, c'est ce métier qui, pour le coup, est totalement un métier passion dans mon cas. Donc le journalisme? Le journalisme, complètement. C'est, moi, ce qui me passionne, c'est d'écouter l'actualité, de regarder des documentaires, de lire des livres. J'adore lire des livres, c'est un de mes passe-temps favoris. Comprendre le monde, en fait. Pour moi, c'est ça ma première passion, c'est essayer de satisfaire cette curiosité qui est très, très importante chez moi et qui l'a toujours été. Ensuite, je dirais que ma deuxième passion, c'est quand même, alors c'est un peu basique, mais c'est important, c'est quand même le temps passé avec mes amis et mes proches. Et c'est ce qui va me galvaniser le plus. C'est à ça que je pense quand on parle de passion, c'est ce qui va procurer des émotions extrêmement puissantes, extrêmement fortes. Et après, oui, il y a le théâtre, hein, toujours. En tout cas, j'aime beaucoup y aller, le théâtre, le cinéma, l'art de manière générale. C'est un peu classique, mais je crois que c'est chez beaucoup de gens et c'est pas pour rien. Et après, non, j'ai pas du tout de passion pour le sport, hein, par contre. C'est le média Gala qui parlait de toi de la façon suivante. Très vigilante concernant la protection de sa vie privée, Salomé Saké n'a jamais parlé de ses relations sentimentales et a fait savoir qu'elle ne souhaitait évoquer en public ni son orientation, ni sa situation amoureuse.
Je ne vais donc pas te poser de questions sur ce sujet-là, mais je vais te demander Merci. pourquoi cette protection de ta vie privée, elle t'est si chère? Parce que l'image publique a un coût très important. Très important, on en reviendra peut-être un peu après, et que je ne souhaite absolument pas imposer ça à mes proches. Et c'est marrant parce que cette question des relations amoureuses a cristallisé le fait que je ne veuille pas parler de ma vie privée. Il y a plein de journaux qui ont trouvé que j'étais un peu, alors ça dépend des interprétations, mais un peu coincée, un peu trop discrète. Il y a plein de personnes qui me l'ont un peu reproché. Et en fait, souvent, on s'arrête à la relation amoureuse, alors qu'en réalité, c'est pas que de ça dont je parle pas. Je parle pas effectivement d'aucune relation amoureuse, mais je ne parle pas non plus de ma famille, jamais. Je ne parle pas de mes amis proches qui ne sont pas des amis médiatiques ou qui ne sont pas des personnes qui sont déjà exposées. La plupart de tout ce qui relève de ma vie privée reste privé. J'y tiens parce que ça expose des personnes qui me sont chères et que j'ai pas du tout envie d'exposer, puis qui n'ont pas du tout demandé ça. Et ça, comment dire, ça laisse le flanc à des jugements, à des choses qui pour moi n'ont aucun intérêt aussi médiatique. Mais ce truc de la relation amoureuse, je trouve ça fou, l'intérêt que ça suscite. C'est une des premières recherches Google sur moi. Effectivement, cette histoire de l'orientation, je trouve que c'est intéressant aussi parce que la première recherche, c'est pas orientation, c'est mari. C'est évidemment, je suis avec un homme. C'est à quel homme un peu j'appartiens. Je trouve que c'est quand même fou que ça suscite autant d'intérêt. Et puis encore une fois, je pense qu'il n'y a aucun intérêt médiatique à ce que je parle de ça. C'est pas intéressant. Je n'ai pas du tout une vie personnelle palpitante. Et ça ne rajoute rien, je crois, à la qualité de mon travail, l'intérêt de mon travail. Et puis, je terminerai sur le fait que c'est quand même des endroits ressources. Et c'est pour ça que c'est des endroits, pour moi, qui doivent rester privés et qui sont cette sphère personnelle. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne choisissent pas de faire comme ça. Mais moi, pour l'instant, en tout cas, vraiment, c'est quelque chose auquel je tiens. Et le pouvoir, c'est quoi pour toi? En tant que journaliste, est-ce que tu as du pouvoir? Bon, on a tous du pouvoir dans notre vie sur des choses, quel que soit notre métier, quelle que soit notre position sociale. Je pense qu'on a toujours des formes de pouvoir. Après, moi, est-ce que j'ai du pouvoir? C'est assez compliqué à dire. J'en ai forcément un peu, encore une fois, comme tout le monde. Mais quel est l'impact concret de mon travail? Qu'est-ce que ça peut concrètement changer? Honnêtement, je ne sais pas le mesurer. On reçoit des messages, moi j'en reçois pas mal, j'ai changé de métier grâce à ton émission, ou j'ai changé d'attitude, comme j'ai fait des émissions par exemple sur l'économie et le couple, j'ai changé de fonctionnement dans mon couple grâce à ça. Donc il y a des gens individuellement qui me disent des choses, mais moi j'ai pas de baromètre pour ça. Et ça c'est un truc un peu ingrat en tant que journaliste, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça change, à part si on a vraiment produit une investigation en particulier qui a permis de déclencher une commission d'enquête ou que sais-je, ce qui est le cas de certains confrères, moi ce qui n'a pas été mon cas. Donc en fait, je ne sais pas du tout quel est mon pouvoir, honnêtement. Gala te présente comme porte-parole de la jeunesse. Est-ce que tu t'en sens cette responsabilité? Parce que souvent on dit que pouvoir rime avec responsabilité. Alors pas du tout en tant que porte-parole de la jeunesse. Et je ne l'ai jamais été. Alors là déjà, je viens d'avoir 30 ans, donc officiellement je suis sortie des statistiques de la jeunesse, donc je suis encore moins porte-parole qu'avant. Mais même avant, je ne l'étais pas du tout. Parce qu'il n'y a pas la jeunesse, il y a des jeunesses. Et moi, j'ai toujours livré un travail de journaliste d'enquête, d'analyse, où je reprenais des statistiques, je faisais des interviews, où je montrais ce que c'était que les jeunesses. Donc à aucun moment, j'ai été porte-parole de ça, si ce n'est que j'étais jeune moi-même quand j'ai fait ce travail, et où j'ai pu témoigner du fait d'appartenir à une petite partie de la jeunesse, qui est cette jeunesse préoccupée par l'écologie, qui est cette jeunesse qui... dans mon cas, a fait des études supérieures, vit en centre urbain. Je sais pas, c'est une petite partie de la jeunesse sociologiquement. Et je suis très dérangée par le fait qu'on m'ait présenté comme porte-parole de la jeunesse, parce que c'est pas du tout le cas, et ce serait vraiment très indécent de ma part de penser ça, parce qu'il y a tellement de jeunes que j'ai jamais représentés à aucun moment, et c'est pas, je crois pas du tout le but d'un journaliste. En fait, ça te confère une responsabilité que tu n'as pas demandé. Ah non, pas du tout. Après, je pense qu'on a une responsabilité de sa parole dans l'espace médiatique et qu'on a une responsabilité à partir du moment où on a une audience. Et donc ça, je fais attention à ça. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Je sais que ma parole m'engage. Donc je sais qu'elle peut, je le disais, je ne sais pas à quelle échelle, mais je sais qu'elle peut avoir potentiellement un impact. De son côté, l'humanité t'a décrit comme l'une des rares voix à pouvoir porter les aspirations de la jeunesse. Grâce à ton livre « Sois jeune et tais-toi ». C'est formulé différemment là déjà. Oui. Alors porter, peut-être c'est plus le cas, c'est-à-dire que les aspirations différentes de la jeunesse, je dirais des jeunesses. C'est le livre en fait, Sois jeune, tais-toi, c'est
partie de... Moi, j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas, parce qu'à l'époque, j'ai 25 ans, je suis jeune, j'essaie de porter une certaine vision du monde sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, et je trouve que c'est compliqué, je trouve que je suis souvent renvoyée à mon âge, je trouve qu'autour de moi, dans ma sphère familiale, dans ma vie de tous les jours, on ne comprend pas ce que je veux, pourquoi je fais ça dans ma vie, pourquoi je travaille comme ça. Et j'avais juste envie d'expliquer en fait, aux plus âgés ce que, à la base, moi, je vivais sans aucun livre, sans rien du tout. Simplement montrer que parfois des contextes avaient pu changer, que voilà ce que vivait, notamment en termes de contexte, c'est-à-dire pas toute ma génération en termes d'aspiration, mais en termes de contexte, parce que qu'on soit, quelles que soient nos opinions politiques en tant que jeunes, on est confronté au réchauffement climatique, c'est factuel. Et donc j'avais envie d'expliquer ça, et après dans le livre ça s'est mué en enquête réelle sur les jeunesses, donc la jeunesse de territoire rural, la jeunesse qui va au contraire être en centre urbain, la jeunesse des universités, la jeunesse qui n'est pas du tout dans les universités, la jeunesse de droite, de gauche, d'extrême droite, de gauche radicale, enfin de montrer un peu quelles étaient ces différentes jeunesses, quelles étaient leurs aspirations, et qu'on puisse par ce fait-là, en se basant essentiellement, encore une fois, sur de l'enquête, sur des faits sociologiques, sur des faits statistiques, comprendre pourquoi les générations qui arrivent se comportent de la manière dont elles se comportent. Encore une fois, j'insiste, hein, dans leur pluralité. Et c'était juste de susciter cette compréhension-là, notamment du côté des générations plus anciennes, qui ont tendance à dire « Ah, les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes seraient paresseux, seraient incultes, seraient impertinents, seraient égoïstes », de dire « Bon, écoutez, déjà, on ne peut pas mettre toute la jeunesse dans le même sac, mais en plus, ils ne le sont pas du tout plus qu'avant. » En fait, moi, c'était ça que je souhaitais montrer avec justement les faits les plus tangibles possibles. On reviendra sur ton livre, sur ce livre justement dans quelques instants. Comment exercer son métier de journaliste à l'ère des réseaux sociaux ? Ah, c'est le grand sujet qui passionne beaucoup ma propre profession. Il y a eu plein d'articles là-dessus, pas plus tard que là dans le Monde diplomatique ce mois-ci, sur les journalistes qui se confondent avec les influenceurs. Ça fait beaucoup parler. Je pense qu'en tant que journaliste, on peut encore se passer des réseaux sociaux. Il y a encore des rédactions qui fonctionnent sans ça. En tout cas, il y a des journalistes qui ne travaillent pas pour les réseaux sociaux de ces rédactions. Je pense que quand même, c'est un atout d'être capable de s'exprimer sur les réseaux sociaux, de diffuser son travail sur les réseaux sociaux. Et ce serait vraiment dommage de s'en priver. Puisque c'est quand même un endroit où l'essentiel des jeunes s'informent, par exemple. Enfin, l'immense majorité des jeunes, dans toutes les statistiques dont on dispose, s'informent avant tout par le biais des réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'ils restent sur les réseaux sociaux. Mais c'est là qu'ils vont en premier lieu avoir l'accroche avec l'information. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un lien vers un article ou vers une vidéo, mais ça va être d'abord sur les réseaux sociaux. Donc ça pose énormément de problèmes, ça pose des problèmes de souveraineté numérique, ça pose des problèmes d'addiction, ça pose des problèmes de fake news, ça pose vraiment des problèmes de monopole, d'algorithmes, enfin énormément de choses dont je parle d'ailleurs assez souvent. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur la majorité des jeunes et des moins jeunes aujourd'hui. Hein. Si on prend par exemple juste Meta, donc Facebook plus Instagram, donc Facebook c'est aussi beaucoup les seniors, hein, c'est la moitié de l'humanité. Est-ce qu'en tant que journaliste, on se dit on se prive de pouvoir informer potentiellement, évidemment, on ne touche jamais la moitié de l'humanité, mais je veux dire de pouvoir informer sur des réseaux qui sont utilisés par autant de gens, je pense que ce serait vraiment dommage. En tout cas, moi, aujourd'hui, mon choix personnel, c'est de dire je vais dans les médias traditionnels, je vais à la télévision, je vais dans les journaux vraiment traditionnels, j'écris des livres, qui est vraiment une des formes les plus anciennes, et je suis très présente sur les réseaux sociaux. Et je diffuse ce travail sur les réseaux sociaux au maximum, quasiment sans exception à part X. Mais est-ce qu'on s'informe de façon générale ou est-ce qu'on se désinforme sur les réseaux sociaux ? Est-ce que la désinformation, la fake news, elle est uniquement propagée sur les réseaux sociaux ou elle existe aussi chez les institutionnels ? Voilà, elle existe complètement chez les institutionnels. Après, pour moi, ça se vaut quand même pas. C'est-à-dire qu'on constate quand même le fait que, et je crois que c'est de plus en plus, hein, qu'on a des fausses informations sur des grands médias généralistes. Je pense que l'ARCOM, qui est l'institution qui a une certaine vigilance sur ces sujets-là, a assez sanctionné nombre de chaînes officielles françaises sur la désinformation qu'ils avaient pu effectuer pour qu'on constate, suite à des dizaines de sanctions, qu'il y en a de la désinformation dans les médias, il y a la désinformation climatique, mais sur les réseaux sociaux, c'est quand même une toute autre dimension dans la rapidité avec laquelle ça peut se diffuser. Parce que tout un chacun est un porte-parole. Oui, tout un chacun est un porte-parole. Et là, moi, je suis très évidemment inquiète avec ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, qui va, même nous, là, en tant que journalistes, c'est en train de devenir un enjeu majeur. C'est-à-dire comment on sait qu'une vidéo est vraie ou fausse.
Jusqu'à présent, on pouvait à peu près distinguer. Là, je pense que ça va devenir complexe. Comment savoir si cette interview est vraie? Mais c'est ça. Non, mais alors je pense que ce qui... Mais là, moi, j'en suis à une réflexion qui est naissante. Donc peut-être que je vais changer d'avis au fur et à mesure. Mais je crois que ce qui va faire la différence, c'est la confiance. C'est-à-dire que comme on a déjà un système de certification sur les réseaux sociaux, il y a des endroits où on va trouver des sources qui sont dites de confiance avec, j'imagine, certaines certifications. En tout cas, il va falloir, hein, parce qu'on ne peut pas tout mélanger et que tout se vale, parce que sinon, effectivement, on ne peut pas savoir en fait, si cette interview est vraie ou fausse. Je pense qu'il y aura quand même toujours un désir de trouver des sources de confiance chez beaucoup de gens. Donc, il va falloir, j'imagine, trouver des manières de s'adapter à ces nouveaux systèmes. Mais aujourd'hui, effectivement, la désinformation circule beaucoup plus vite sur les réseaux sociaux que l'information. Avant la reprise en main de Twitter par Elon Musk, qui est donc devenu X, sur Twitter, donc il y a déjà quelques années, une étude de la revue Science avait montré qu'une désinformation circulait 6 fois plus vite que l'information vérifiée. Déjà à l'époque, il y a plusieurs années. Aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer par combien c'est multiplié. Et effectivement, les réseaux sociaux sont des vecteurs massifs de désinformation. Ce qui abîme profondément la démocratie. Mais ça peut aussi être un endroit où on informe. Et c'est pour ça que je suis très nuancée sur le sujet des réseaux sociaux, parce que je pense que c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas horrible dans tous les aspects. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses aux réseaux sociaux. Mais il faut faire attention à surtout pas idéaliser et à pas fermer les yeux sur les problèmes démocratiques que ça pose. Donc pour moi, c'est comment on arrive à faire un enjeu, un outil le plus éclairé possible en tant que pays, en tant que collectivité, des réseaux sociaux, pour que ça puisse avoir la place la plus saine et la plus utile possible, voilà, dans nos vies. Quand on est journaliste, il y a une quête d'éléments qui conduisent à une certaine forme de vérité. Mais est-ce que tu penses que chez les utilisateurs des réseaux sociaux, cette quête, elle existe encore aujourd'hui, ou est-ce qu'ils cherchent à suivre la vérité brute, ou est-ce qu'ils préfèrent suivre ce qu'ils croient être vrai? Ça dépend des gens. Globalement, je pense qu'on a quand même tous une tendance à chercher des biais de confirmation, c'est-à-dire à être attiré par une information qui va confirmer la vision préexistante qu'on a de ce monde. Et ça, je crois que c'est quand même un truc qui est un peu de l'ordre du réflexe. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont conscients de ça et qui essaient un peu de lutter contre ça, mais c'est vrai que c'est quand même très, très, très encouragé aujourd'hui par les algorithmes. C'est ça qui nous montre que ce dans quoi on est bien, entre guillemets. Bah, c'est pour ça que c'est très important, je crois, de continuer à suivre des médias et de continuer à suivre des personnes qui vont vous parler d'actualités que vous ne connaissez pas forcément. Moi, je trouve que c'est intéressant le fait que on a prédit la fin du JT, par exemple. Le JT, l'intérêt du JT, ça posait plein de problèmes, hein, mais l'intérêt quand même, c'est que vous alliez être obligé d'écouter des choses sur des parties du monde ou des aspects de la société qui ne vous intéressaient pas forcément. Parce qu'en fait, tous les jours, à telle heure, vous alliez écouter 20 minutes, 30 minutes d'informations sur voilà, l'actualité du jour et vous n'alliez pas forcément la sélectionner. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous voulez rester que sur certaines actualités, certains types d'aspects de la société en fait, qui vous intéressent, vous pouvez. Et vous pouvez ne jamais entendre parler de certains sujets. Mais ce qu'on constate par le biais de journalistes comme Hugo Décrypte, par exemple, qui clairement ont pris une place extrêmement importante sur les réseaux sociaux, c'est un retour des JT aussi. Je prends son cas, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il va tous les jours produire des vidéos, mais aussi des posts sur Instagram avec ses actualités du jour qui permettent en tout cas un petit peu de sortir de ces uniques biais. Alors après, on en reparlera peut-être après, les journalistes ne sont pas neutres, c'est pas l'information neutre délivrée tous les jours. Mais en tout cas, c'est une information qui touche plusieurs sujets, qui ne seront pas forcément nos sujets d'intérêt. Et je trouve que le fait que ça ait autant de succès, moi, me laisse en tout cas quand même un peu d'espoir. Mais ce que j'essaie de faire au travers de mon travail et au travers d'une interview comme celle-ci aujourd'hui, c'est de dire aux gens, attention, on a vraiment un énorme problème démocratique. Si ça ne vient pas de vous, ça va clairement pas venir des milliardaires de la Silicon Valley de vouloir vous informer le plus correctement possible, surtout en ce moment. Donc en fait, il y a vraiment une action citoyenne à faire et il y a vraiment une prise de conscience à avoir collectivement sur l'impact que ça a. Est-ce que c'est vrai que tu te revendiques comme une journaliste de gauche? Pas du tout. On lit ça de partout. Eh bien, c'est évidemment une fake news, quoi, diffusée par principalement à la base l'extrême droite. Je ne me revendique pas comme une journaliste de gauche parce que il n'y a que aux personnes qui ont été calquées, soi-disant, à gauche qu'on met des étiquettes politiques avant tout pour les disqualifier. Donc, tu penses? C'est une façon de disqualifier? Clairement.
clairement, c'est une manière de disqualifier, surtout sur je pense, le sérieux du travail, et justement à cause de ces biais préexistants, qui sont de dire regardez, cette journaliste n'est pas aussi neutre que les autres. Elle serait à gauche. Pour tous les gens qui sont à gauche, qui sont pas à gauche, ça rendrait mon travail complètement inaudible. Après, être à gauche n'est pas du tout mauvaise chose. C'est juste que c'est pas mon travail, en fait, moi, de me définir politiquement. Et surtout, je ne soutiens absolument aucun parti politique. J'ai jamais soutenu aucun parti politique. J'ai jamais dit pour qui je votais. J'ai jamais appelé à voter pour qui que ce soit. Le seul truc où je me suis positionnée, c'est de dire, moi, je pense que l'extrême droite est un danger pour la démocratie. Oui, tu as sorti un livre d'ailleurs qui s'appelle Voilà. Résister. Et je pense que ça, c'est non négociable, notamment quand on est journaliste, en fait, tout simplement pour rester dans un endroit où il y a une presse libre et tout ça. Mais globalement, je suis quand même très, très distante, en fait, avec ces questions politiques-là. J'appelle pas à signer de pétitions, j'appelle jamais à manifester. Je me tiens très loin de tout ce qui est de l'ordre du pur politique. Donc après, si certains veulent me qualifier comme ça, qu'ils le fassent. Mais je remarque qu'on ne le fait pas pour les journalistes de BFM TV. On ne le fait pas pour les journalistes de TF1. On ne le fait pas pour l'essentiel, en réalité, des journalistes dans les médias les plus traditionnels. Donc pourquoi est-ce que moi, je devrais être mise dans une case que je n'ai jamais revendiquée, si ce n'est pour qu'on puisse mieux essayer de dire aux gens que mon travail serait un peu moins neutre, un peu moins sérieux que les autres, parce que c'est ça qui est impliqué, en fait, dans ce type de qualificatif. Souvent, ce type de qualificatif, il a été employé par des personnes qui étaient dans des articles à charge contre moi et qui avaient pour objectif de dire « Regardez, elle est un peu moins journaliste que les autres ». Donc c'est pour ça que moi, je le revendiquerai jamais, au même titre que je me revendique pas du tout journaliste engagé, je me revendique pas... moi, je me revendique journaliste avec une méthodologie de journaliste. Après, chacun y voit ce qu'il veut, je peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Hein. Militante aussi, on peut lire. Militante de gauche. Mais en fait, c'est assez impressionnant de voir comment on peut utiliser ces termes-là. Wokiste, dernièrement. Wokiste, voilà, tu t'es retrouvé voilà. dans une liste d'un célèbre média qui t'a mis dans les 100 personnalités les plus wokistes de France, quelque Ouais, chose je crois, comme un ça. truc comme ça. Ouais, moi, ça, à un moment, je peux plus rien faire. Hein. Ouais. Mais c'est plus... Ce truc du militantisme, il est important. Le militantisme, je crois, est une très bonne chose, déjà. On commence par là. C'est parce qu'il y a des femmes qui ont milité que moi, j'ai pu avoir le droit de vote, que j'ai le droit de posséder un compte en banque, que j'ai le droit de travailler, que j'ai le droit d'être là et de faire entendre ma voix. C'est parce qu'il y a des personnes avant moi qui se sont levées pour refuser une situation donnée et militer pour plus de droits. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont milité qu'on a le mariage gay en France et qu'on a des droits égaux pour les personnes hétérosexuelles et les personnes homosexuelles. On doit beaucoup, en fait, au militantisme en termes de droits sociaux. Donc moi, je crache absolument pas sur le militantisme et je suis très reconnaissante aux militants et militantes qui se battent généralement pour l'intérêt commun. Après, ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas ce que je fais. Et c'est là où c'est presque gênant. C'est-à-dire que le militantisme, c'est très sérieux. Ça demande beaucoup d'implication, souvent une implication physique. Ça demande d'aller... Alors ça dépend, il y a plein de types de militantisme, mais c'est aller manifester, c'est appartenir très souvent à des organisations, à des associations, c'est défendre, se battre pour une loi en particulier, c'est aller faire du lobbying, c'est énormément de choses. Ce n'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est de permettre la compréhension du monde aux personnes qui me regardent, au monde évidemment très très large, de prendre certains sujets et de dire voilà, on va les décrypter. Je ne suis pas neutre, personne ne l'est. Je parle évidemment d'un certain point de vue, et que je ne m'en cache absolument pas. Tout est très clair sur mes valeurs, sur notamment le fait que je suis très très attachée à la démocratie, aux valeurs humanistes et tout. Je ne m'en cache absolument pas, mais ce que je vous délivre, c'est l'information vérifiée. C'est l'information qui a suivi surtout une méthodologie journalistique, une information qui respecte ce qui est de la charte des journalistes, c'est la charte de Munich, notamment dans la vérification des faits, le fait de croiser ses sources, le fait d'aller chercher le contradictoire, le fait de penser contre soi-même, le fait de ne pas être corrompu, le fait de tout un tas de règles comme ça que moi je respecte, que je m'applique à respecter. Ça ne veut pas dire que je ne fais jamais d'erreur, je peux en faire évidemment, mais globalement j'essaie en tout cas que ce soit le plus rigoureux possible. Et voilà ce qu'est cette information vérifiée. Que par-dessus tout ça, on vienne me coller des étiquettes alors que ce soit engagé, militante, woke, tout ce qu'on veut, je pense que c'est avant tout fait dans le cadre d'une entreprise de décrédibilisation. Et surtout, j'insiste, je vois qu'on le fait qu'avec certains journalistes. Et il y a des personnes qui disent ça, qui m'ont qualifié comme telle, qui sont de facto beaucoup plus engagées que moi. Dans la mesure où, moi, vraiment, je garde quand même une certaine distance avec tout ça. Encore une fois, non pas que je ne respecte pas profondément ce que font les militants et tout ça, mais ce n'est pas mon travail, en fait. C'est pas ce que je fais.
Et je trouve que c'est presque pas très sympa pour le vrai travail des militants, quoi. Comment tu as réagi quand tu as découvert que tu étais dans cette liste des personnalités les plus wokistes de France? Donc les plus progressistes, hein, on pourrait dire. Oui, mais c'est tout ça vient d'un journal extrêmement conservateur. Honnêtement, j'ai rigolé parce que c'était un article de plus, quoi. C'est juste que en fait, c'est un article parmi une très longue liste d'articles qui souvent sont tellement éloignés soit de la réalité, ou en tout cas qui dans les termes qu'ils vont utiliser, enfin je veux dire, woke, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est effectivement être juste attaché aux droits humains et à la défense des droits humains les plus fondamentaux? La démocratie, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le wokisme, on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, jusqu'à présent, c'est surtout utilisé par des très conservateurs pour décrédibiliser tout type de lutte progressiste. Donc, ça me fait un peu rire et ça m'a pas pris beaucoup de temps de vie, quoi. Je l'ai vu, j'ai rigolé et après, je suis passée à autre chose. Eh ben moi, je te propose de passer sur le profil de certains journalistes, célèbres journalistes, vu qu'on parle de journalisme, qu'on parle de journalisme ensemble. À toi de me dire, Salomé Saké, avec ton œil de journaliste, d'éditorialiste aussi, ce que ces journalistes t'inspirent. On va commencer avec Élise Lucet. Ah, Élise Lucet. Élise Lucet, elle m'inspire tout court, pour le coup. C'est une journaliste qui m'a donné envie de devenir journaliste, qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie, ne serait-ce qu'en termes de représentation féminine. Le fait que ce soit une femme qui propose ce nouveau format avec toute son équipe, bien sûr, mais dans le Cache Investigation, qui a commencé en 2011, il me semble, où on pouvait la voir à la télévision, vraiment pour moi, redonner un type de popularité au journalisme d'investigation, avec aussi toute cette utilisation de la mise en scène, cette utilisation de l'humour aussi qu'on retrouve beaucoup dans les Caches Investigation, et c'est l'expression d'une très grande rigueur. Élise Lucet, pour moi, c'est la rigueur journalistique. C'est pour ça qu'elle, d'ailleurs, elle est très attaquée, mais en fait, ça ne va jamais plus loin, parce que les travaux de... Je dis Élise Lucet, mais encore une fois, c'est toute son équipe, il ne faut pas oublier qu'elle n'est jamais toute seule. C'est des travaux qui sont très sérieux. Les recherches sont très sérieuses. Donc, à la fin, c'est extrêmement solide, tout en étant accessible, avec une forme parfois même un peu marrante, et en redonnant l'intérêt au public pour ce journalisme d'investigation, qui est quand même, pour moi, un pilier de la démocratie. Donc Élise Lucet, évidemment, je suis très grande admiratrice, mais encore une fois, plus que ça. C'est-à-dire que ça m'a donné envie de faire le travail que je fais. Donc je lui dois beaucoup, quoi. Christine Kelly, qu'est-ce qu'elle t'inspire en tant que journaliste? Je travaille pour le coup pour un média qui est un média d'extrême droite, qui est CNews. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut dire médias d'extrême droite parce qu'il y a vraiment un cas de campagne, en fait, pour l'extrême droite qui est quand même assez documenté aujourd'hui, qui appartient donc à Vincent Bolloré, dont on sait, par le biais d'une enquête qui a été publiée, qu'il dit lui-même avoir un projet civilisationnel clairement, qui est un projet d'extrême droite, en fait. Donc, à un moment, quand on est journaliste et qu'on décide d'aller travailler dans ce média-là, qui en plus a été rendu coupable à plusieurs reprises de désinformation, c'est quand même assez préoccupant. Je rappelle que CNews, juste un exemple, c'est un média qui a compté dans la mortalité infantile mondiale les comme si le fait d'avoir c'était un enfant, ce qui est évidemment une vision du monde très très anti. Donc ils ont publié ça quand même sur leur chaîne en direct. Puis, suite au tollé que ça a provoqué, ils ont quand même fait des excuses publiques. Mais je veux dire, le simple fait de faire ça pose quand même énormément de questions. Et je ne vais pas revenir sur toutes les polémiques liées à ce média. Donc bon, ça ne m'inspire pas grand-chose. Anne-Sophie Lapix, qu'est-ce qu'elle t'inspire en tant que journaliste? Une certaine pugnacité. Hein. D'ailleurs, là, je viens d'apprendre juste avant de venir qu'elle n'était plus aux 20h de France 2. On a lu beaucoup de choses sur elle, sur le fait que certains politiques ne voulaient pas venir la voir. C'est une journaliste quand même, on a plusieurs extraits d'interviews où en fait elle lâche rien. Et l'exercice de l'interview politique étant extrêmement difficile, et j'imagine même pas la pression qu'on doit avoir quand on est dans un des JT les plus regardés de France, sur la plus grosse chaîne du service public. Pourquoi ils ne voudraient pas venir la voir, les politiques? Parce qu'elle va taper là où ça fait mal, en fait. Elle va les coincer, c'est-à-dire qu'elle va vraiment pas lâcher. Il y a des extraits d'interviews où vraiment elle lâche pas sur le fait qu'ils puissent divulguer. Elle travaille bien ces interviews, ils peuvent divulguer de fausses informations, et elle lâche pas sur les contradictions. Et elle va leur reposer la question, et leur reposer la question. Donc je trouve que... Donc parce qu'elle lâche pas, elle est boycottée. Alors,
Là, je parle de choses que j'ai pu lire dans certains journaux. Elle ne l'a jamais dit publiquement ni quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a eu plusieurs articles de presse sur le fait que ça pouvait causer certaines tensions, en effet, notamment du côté de l'Élysée. Faustine Bollard, c'est un autre type de journalisme, mais qu'est-ce qu'elle t'inspire? Bah, c'est vraiment, oui, c'est une très bonne animatrice. Je trouve qu'elle est très sympathique. Elle a vraiment, je crois que c'est d'ailleurs l'animatrice préférée des Français, si je Il me me trompe semble. pas. Bah, elle a vraiment un talent d'écoute je trouve que c'est assez impressionnant parce qu'elle manie un nombre de sujets à la journée, quoi, enfin la journée, je ne sais pas combien de tournages ils font dans une journée, mais je veux dire à la semaine en tout cas, qui sont très différents à chaque fois. Dans son émission, ça commence aujourd'hui, et je trouve que c'est impressionnant comment elle arrive à faire en sorte que les gens sortent des choses qui sont très intimes, parfois très douloureuses, tout en ayant la bonne écoute, mais en faisant aussi avancer l'interview. C'est hyper dur hein, quand on interviewe des gens en plus qui ont vécu des choses difficiles. C'est qu'on ne veut pas vraiment les couper, mais il y a des timings de télé quand même à respecter. Et puis il faut que les personnes avancent dans le récit pour que le spectateur ou la spectatrice puisse comprendre. Donc c'est un exercice hyper difficile et elle le fait très bien et visiblement beaucoup de gens le pensent aussi, quoi. Et enfin, il m'en reste 2. Jean-Marc Morandini. Ah, bah là ça me désespère. Là on est au-delà de la question journalistique. On est sur quelqu'un qui a été, il me semble, très fortement condamné pour et qui est encore là. Donc en fait, c'est vraiment la définition de les accusations ne brisent pas du tout des carrières. Non seulement les accusations ne brisent pas des carrières, mais les condamnations ne brisent pas des carrières. Et je pense que c'est très dur pour des victimes d'agressions de tout genre, de harcèlement, de voir cet homme continuer sa carrière comme si de rien n'était, quoi. Et enfin, Yann Barthès, que tu connais. Oui, que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai vu en allant à Quotidien. Yann Barthès, il y a un côté un peu aussi... C'est quelqu'un que je vois à la télé depuis que je suis toute petite, qui est quand même une figure que je trouve sympathique. Et surtout Quotidien, c'est une émission à laquelle il faut quand même reconnaître le fait de ne pas avoir lâché sur la question de l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est une émission qui a des journalistes qui sont allés plusieurs fois au meeting de l'extrême droite française, d'ailleurs qui ont pu être virés, qui laissent traîner des micros un peu partout et qui... parfois chopent vraiment des choses d'intérêt public. Il y avait un de leurs journalistes, je crois que c'était Le Petit Journal à l'époque, qui avait été bousculé par la sécurité de Marine Le Pen, si je ne me trompe pas, c'était Paul Larouturou. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans le cadre de cette émission. Puis aujourd'hui, c'est une émission qui n'invite pas les cadres de l'extrême droite en plateau. Et c'est d'ailleurs une émission qui a invité pendant longtemps des cadres politiques en plateau et qui aujourd'hui ne le fait même plus. L'immense majorité du temps ne le fait même plus. Et je pense que c'est assez salutaire parce que déjà, moi, de toute façon, ma position là-dessus, elle est très claire. Je pense qu'on ne devrait pas laisser des personnalités d'extrême droite dérouler des propositions discriminatoires comme si de rien n'était, au même titre que les autres. Eux, ils n'ont pas fait ça, ils ne les ont pas laissé faire ça. Je pense que c'est quand même assez courageux de leur part. Ça leur a valu des attaques quand même très puissantes. Le fait qu'ils aient été aussi laissés de côté, quoi, ils ne pouvaient plus rentrer dans certains événements d'extrême droite. Pareil, ils n'ont quand même pas lâché, ils ont continué à le faire savoir, ils ont aussi continuer à documenter tout ça. Et le fait que maintenant, ils ne reçoivent même plus les personnalités politiques tout court, je trouve que c'est assez intéressant. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de langue de bois de manière générale, en fait, au-delà de la pure question de l'extrême droite. Et en tant que spectatrice, moi, ça m'intéresse plus tant que ça de regarder des interviews politiques. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir fait ce choix de dire, c'est plus l'essentiel de l'émission. Je le disais en introduction, tu es directrice du pôle économie pour le média Blast. Tu interviens également de façon ponctuelle à la télévision. T'aimerais avoir ta propre émission à la télévision, Salomé Saké? Bien sûr, bien sûr. Je serais ravie d'avoir ça. Moi, mon objectif, c'est vraiment de toucher des publics différents. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un public sur les réseaux sociaux, qui est un public plutôt jeune, sur Blast, voilà. Mais je vois bien, quand je passe à la télévision, à chaque fois, les personnes qui m'écrivent, c'est pas du tout les mêmes personnes. Et j'adorerais pouvoir avoir un endroit où je puisse faire du journalisme, tout simplement, à la télévision et toucher un public, souvent qui va être un public plus âgé, qui ne va pas forcément être celui des réseaux sociaux. Bien sûr, j'adorerais ça. En tout cas, tu as touché le président de la République, Emmanuel Macron. On va regarder une photo. J'aimerais savoir dans un premier temps comment tu as réagi quand tu as découvert cette photo que tu as repostée sur ton compte Instagram et tu as mis en légende: si on m'avait dit qu'un jour Emmanuel Macron lirait mon livre, espérons qu'il le lise en entier, surtout la partie banalisation de l'extrême droite par le parti au pouvoir. Ceci est une véritable photo prise au Salon du Livre de Paris par Malena Béranguer.
Voilà. T'as anticipé les personnes qui allaient dire c'est de l'intelligence artificielle. Mais parce que moi, j'ai cru que c'était ça. Ah, Moi, j'étais persuadée, quelqu'un me l'a envoyé en message privé, je me suis dit, mais n'importe quoi. Comme si Emmanuel Macron allait se balader avec mon livre. Moi, personnellement, j'étais persuadée que c'était de l'intelligence artificielle. Oui. Et en fait, c'est quand j'ai vu sur le compte officiel du Salon du Livre de Paris, en plus où j'allais aller le lendemain, je crois, que j'ai compris que c'était une vraie photo. J'ai même parlé après à la photographe et tout, donc j'étais vraiment certaine que c'était une vraie photo. Mais encore une fois, ça revient sur la question de l'enjeu de l'intelligence artificielle. C'est que moi, je suis hyper prudente. Dès qu'il y a une image, je la prends plus du tout pour argent comptant. je vois ça. Moi, je vérifie vraiment tout là-dessus pour pas diffuser une fausse information, surtout sur un truc comme ça. Ensuite, quand j'ai compris que c'était une vraie, bah, ça m'a fait rire. Et surtout, après, il y a eu un gros moment d'incompréhension. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup critiqué. J'ai produit beaucoup d'émissions de décryptage de sa politique, notamment économique, puisque c'est ça principalement ce que je fais, c'est de décrypter les grands enjeux économiques. On l'a vraiment, je pense à Blast, on l'a pas épargné. Dans le livre, il n'est pas épargné. Je le cite à plusieurs reprises comme étant responsable en partie de la montée de l'extrême droite, de la banalisation de l'extrême droite. Je trouvais ça étrange qu'il ait ce livre. Honnêtement, je n'avais pas plus de contexte. Et je me suis dit, bon, la photo est réelle, il avait le livre entre les mains. Je ne sais même pas pourquoi il a ça entre les mains. J'imagine qu'on lui a mis, mais voilà. Et le lendemain, j'ai rencontré donc, notamment la photographe. Et puis, il y a eu cette séquence sur Quotidien où en fait ils ont filmé le moment où il a mon livre et en fait il ne l'a pas du tout arboré. Ça, je m'en doutais quand même bien, parce qu'a priori, le livre est tellement critique de lui que ça paraîtrait quand même un peu paradoxal qu'il en fasse une promotion lui-même. Donc en réalité, c'est quelqu'un, visiblement, qui aimait bien mon livre, qui lui a dit « Monsieur le Président, vous devez lire ça ». Il l'a vraiment eu 30 secondes entre les mains et direct, quelqu'un lui enlève après. Donc ça me fait trop rire. Mais est-ce que tu as pu savoir s'il l'avait lu? Je pense pas qu'il l'ait lu. Il faudra lui demander. Non, je ne sais pas, mais je pense pas qu'il l'ait lu. Est-ce que ça aurait été intéressant qu'il le lise? Je ne m'adresse pas au président. Ouais, mais tu dis surtout le chapitre sur la banalisation de l'extrême droite par le parti au pouvoir. Évidemment, j'ai dit ça parce que ce serait bien qu'il arrête de banaliser l'extrême droite. Je pense qu'il n'a pas besoin de moi, petite journaliste, le Messaquet, pour comprendre qu'il a banalisé l'extrême droite. C'est quand même, il y a eu beaucoup de gens avant moi pour le dire. Je pense que c'est même, pour le coup, une stratégie qui est pensée. Je pense qu'elle est même assez volontaire. Enfin, il y a un moment, quand on reprend les idées de l'extrême droite, le vocabulaire de l'extrême droite, qu'on reprend certaines lois de l'extrême droite, je pense qu'il est au courant qu'il participe à ça, quand même. Donc, ou alors, s'il ne l'est pas, c'est vraiment extrêmement inquiétant. Je pense pas qu'il ait besoin de mon livre. Moi, ce que je déplore, c'est qu'il fasse ça. Et les gens que j'ai envie d'informer, c'est pas Emmanuel Macron, parce que je pense qu'il est assez informé. C'est quand même avant tout le public. Et c'est les personnes qui potentiellement ne sont pas au courant de ça. Est-ce que tu as vu un effet de cette photo, de cette séquence d'Emmanuel Macron avec ton livre Résister dans les mains? Est-ce que ça booste les ventes d'un livre? Non, je pense pas. Faudrait demander à mon éditeur, mais non, je crois pas du tout. Mais c'était plus que c'était quand même cocasse comme image d'avoir Emmanuel Macron qui, encore une fois, dans le livre, est quand même critiqué extrêmement vivement. Donc de le voir avec ce livre à la main, moi, ça m'a fait sourire. On parlera de ton livre, de ton ouvrage Résister dans quelques instants. Tu as été invité de Gilles Boulot sur TF1 pour être face au président de la République, justement Emmanuel Macron, dans le cadre de l'émission Les défis de la France. Comment on interpelle le chef de l'État sur les jeunes, sur les jeunesses? Ça a été beaucoup de réflexion, parce que j'avais un temps très limité. Et 12 minutes. C'était 12 minutes. Je pensais que ce serait même un peu plus. Mais... Le temps le plus court par rapport aux autres interventions, j'ai trouvé. Oui, c'était un temps très court. Donc, on ne peut pas rentrer dans tous les sujets qu'on voudrait aborder. Et je pense que moi, j'ai choisi, en tout cas la manière dont je l'ai choisi, je me suis appuyée sur vraiment 2 critères. Le fait que ça parle au plus de jeunes possible. Parce qu'il y avait plein de sujets qui me tenaient extrêmement à cœur. Enfin, je pourrais en citer. Il y avait la manière dont certains militants jeunes ont été traités, ont été réprimés. Il y a tout ce qui concerne... évidemment, les jeunesses les plus précaires. Enfin, il y a énormément de domaines de la vie différents des plus jeunes, les écrans. Enfin, il y avait beaucoup de choses à aborder. Et j'ai voulu prendre les sujets qui touchaient le plus de jeunes possible et qui me semblaient aussi être des sujets d'urgence. Tu as commencé par la santé mentale. J'ai commencé par la santé mentale parce que la santé mentale, c'est quand même un problème qui touche énormément de jeunes. 1 jeune sur 5 en France qui souffre de troubles dépressifs. On est même sur 1 jeune sur 2 qui dit avoir été victime de troubles psychiques. Donc là, pour le coup, je me suis dit, c'est le plus transversal possible. C'est-à-dire que les jeunes qui potentiellement vont regarder cette émission, ça fait partie des thèmes où ils vont potentiellement le plus se sentir représentés. Concernés. Je pense qu'en plus, moi, c'est un sujet qui tout simplement aussi me touche. C'est-à-dire que j'ai rencontré des jeunes qui étaient dans des états où c'est bouleversant de voir ce niveau de détresse. Et quand je vois la politique d'Emmanuel Macron, je me dis, mais c'est pas possible. Il ne se rend pas compte
du niveau de désespoir. Pourtant, il te dit qu'il a mis en place mon soutien psy. C'est complètement, justement. Et c'est là où c'était aussi pour ça que j'ai choisi ce sujet, c'est que on a des preuves très concrètes du fait que ça ne fonctionne pas, son dispositif. En tout cas, c'est extrêmement incomplet, ce sujet de la santé mentale. Et donc, d'ailleurs, ça a donné lieu à un grand moment où il a raconté des choses extrêmement douteuses sur le fait que les psychologues ne voudraient pas collaborer avec les psychiatres. J'ai reçu 1 million de messages suite à ça de psychologues qui disent « mais c'est juste faux, en fait. On ne sait pas sur quoi ils s'appuient. » Et non, sur le fameux chèque Mon soutien psy, là, en fait, on a plus de 8 psychologues qui sont les personnes concernées par ce dispositif sur 10, 8 sur 10, qui boycottent le truc. Donc en fait, il y a un moment, quand vous mettez en place une mesure qui est boycottée par les professionnels qui sont censés être concernés par cette mesure, c'est peut-être que la mesure n'est pas bonne. Pourquoi ils le boycottent ? Parce que, alors pour tout un tas de raisons, notamment au début, pendant longtemps, c'était le prix, c'est-à-dire 30 € la consultation remboursée. Alors là, il me semble qu'ils l'ont monté, mais très récemment, alors que ça fait quand même un moment que c'est en place. Après, il y a tous les critères sur lesquels on se base. Ensuite, il y a le fait que ce soit des séances limitées. Donc là, pendant longtemps, c'était 3 séances, là, c'est 12 séances. Mais en fait, eux, ce qu'ils disent, et pour le coup... notamment le représentant, enfin le président du syndicat national des psychologues que j'ai appelé avant justement l'entretien pour être bien certaine, me disait que c'est improbable, que c'est absurde d'imposer un nombre de séances parce qu'en fait en tant que professionnel de la santé mentale, on ne peut pas savoir avant combien de temps ça va mettre et tout ça. Donc c'est. D'ailleurs, c'est souvent une question que pose le patient au professionnel, combien de temps ça va durer, pendant combien de temps on va en avoir, et le professionnel a souvent cette même réponse, je ne peux pas le savoir à l'avance. Exactement. Et ensuite, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça se fait aussi au détriment du service public de la psychologie et de manière générale de la santé mentale. C'est-à-dire qu'on va subventionner des activités libérales qui sont aussi en plus très inégalement réparties sur le territoire. Enfin, ça pose énormément de questions. Là où on pourrait créer plus, ou en tout cas cesser de détruire les centres, les CMP, les centres médico-psychologiques, qui sont des endroits où en fait il y a une pluralité de la prise en charge. Et ça, je l'ai vraiment appris dans le cadre justement de recherche sur cette question de la santé mentale des plus jeunes. C'est-à-dire que c'est des endroits où par exemple on pourrait aller et on vous dit bah là vous avez besoin de voir tel type de professionnels de la santé mentale, ils peuvent travailler aussi ensemble, ça peut être une très bonne chose. Là, c'est pas du tout ce qui est proposé avec ce chèque, c'est aller faire quelques séances si vous avez la chance d'avoir un psy sur votre territoire, s'il est disponible, et s'il adhère à ce truc où il y en a 8 sur 10 qui n'adhèrent pas. Donc en fait, c'est extrêmement limitant comme type de mesure, et ça permet surtout de dire, regardez, on fait quelque chose, alors qu'en réalité, ça ne résout pas la crise massive de la santé mentale, qui est donc liée au déficit de soins. Je parle aussi de la psychiatrie, où les professionnels tirent la sonnette d'alarme, mais c'est un désastre en France, la psychiatrie, notamment dans des cas extrêmement urgents, extrêmement sérieux, pour les plus jeunes, où ils n'ont pas accès, avant de mois d'attente, à des professionnels de la psychiatrie. Mais à côté, la question qu'il faut se poser, et c'était la deuxième partie de mon intervention, c'est pourquoi ? Pourquoi les jeunes vont aussi mal? Et c'est pour ça que ça me semblait être une bonne accroche, parce que c'est quand même le symptôme de ce qui ne va pas bien. Et dernier truc sur pourquoi j'ai vraiment choisi de le faire face à lui, la question de la santé mentale, parce que la santé mentale des jeunes s'est effondrée pendant ces 8 années de mandat. Et à un moment, il y a des indicateurs. Je veux bien qu'il y ait eu le Covid. C'est ce que tu lui dis d'ailleurs, t'anticipes. J'anticipe, parce que je savais qu'il allait dire ça. Mais il y a un moment, quand vous avez été président de la République et que vous avez le taux de tentative de suicide des jeunes pendant votre mandature, hein, qui double le nombre de troubles dépressifs, qui double la consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, pareil, qui explose complètement pendant le moment où vous êtes président et quand les jeunes vont aussi mal, peut-être qu'il faut s'interroger en fait. Et c'est pour ça que ma question c'était, est-ce que vous pensez sérieusement que vous avez été à la hauteur? Moi je voulais voir s'il allait vraiment dire, bah ouais, il n'y a pas de problème, on a tout bien fait, aucun souci, enfin c'est quand même... vertigineux, quoi. J'ai noté un commentaire qui a été posté sous la vidéo, le replay YouTube qu'a mis TF1 de ton intervention de toute cette émission Les défis de la France. On peut lire bravo à Salomé Saké d'avoir offert quelques minutes de vrai journalisme. Merci de l'avoir poussé au mensonge. Quel mensonge t'as décelé? Bah là, en l'occurrence, cette question des psychologues qui ne voudraient pas collaborer avec les psychiatres, c'est faux, en fait. Et on pourra toujours trouver des cas individuels, mais globalement, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes, des deux côtés d'ailleurs de ces professions-là, qui disaient « mais non, mais nous, on attend que ça, en fait. Okay. On attend des moyens. » Et c'était vraiment une manière, par exemple, de contourner ça. Et ensuite, je pense que de manière générale, le mensonge, ou en tout cas la malhonnêteté pour moi, c'est de faire croire que c'est une politique qui a été à la hauteur en ce qui concerne les plus jeunes, de manière générale. Parce que c'est ce qui va suivre aussi la deuxième question, à laquelle, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de rebondir. Alors, je voulais absolument rebondir sur tout ce qu'il a dit après. Mais c'est une manière de ne jamais reconnaître réellement ses erreurs.
Et ça, je trouve que c'est un énorme problème, en fait, en tant que responsable politique. À un moment donné, je te sens, c'est pas tendu, mais je te sens dans la hâte et on t'entend chuchoter. Est-ce que je vais pouvoir lui répondre? Bah oui, parce qu'en fait, après, moi, j'ai posé ma deuxième question que j'avais très préparée pour pouvoir justement donner tous les faits au cas où je n'ai pas le temps de parler. Donc, j'avais bien fait une question qui est anormalement longue, mais que je voulais faire parce que j'avais bien conscience, déjà, que j'aurais pas forcément le temps de parole, et ne serait-ce qu'avec le stress, je savais pas en fait si j'allais être capable de bien rebondir et tout ça. Mais il se trouve qu'en fait, sur le coup, j'étais pas tant stressée que ça, même pas tant que ça. Vraiment, j'étais assez lucide. Mais j'ai l'impression que sur la fin, tu avais du mal à lui répondre. Mais en fait, on m'a fait signe d'attendre, et donc c'est quand même compliqué. Vous êtes sur un grand plateau, il y a le président de la République, je me disais, j'attends qu'il termine sa phrase pour pouvoir répondre, puisque de toute façon, ça fait pas très longtemps que je suis là. Et donc, au contraire, je restais très concentrée pour avoir mes éléments. Et en fait, ils ont enchaîné sur une deuxième partie de l'émission. Je ne pensais pas qu'ils allaient enchaîner aussi vite. Donc, c'était frustrant? C'était extrêmement frustrant, parce que j'avais vraiment de quoi répondre. Et sur le coup, j'étais extrêmement concentrée. Et malheureusement, c'est pour ça. En fait, mon micro, il est encore ouvert. On m'entend dire je chuchote à Gilles Boulot, mais je peux lui répondre. Et en fait, non, je ne peux pas lui répondre. Donc, malheureusement, j'ai été sortie du plateau. C'est comme ça m'apprendra pour la prochaine fois. Mais tu le verbalises aussi à Gilles Boulot et à Emmanuel Macron. Tu dis que tu regrettes de ne pouvoir aborder le thème de l'écologie. Est-ce que c'est parce qu'il t'a été refusé, ce thème? Ou parce que tu savais que tu n'avais pas le temps? Mais moi, je ne suis pas une grande spécialiste de l'écologie. Moi, le sujet sur lequel j'ai travaillé là, pendant les 5 dernières années, c'est la jeunesse. C'est quelque chose où ça demande... parce qu'au début, tu as dit que j'étais un peu, entre guillemets, spécialiste de plein de sujets. Moi, c'est quand même l'économie que je travaille le plus. Je parle d'écologie dans le cadre de l'économie. Parce qu'on ne peut pas faire comme si l'économie était décorrélée de la question écologique. Je parle de l'écologie dans le cadre de la jeunesse, parce qu'on ne peut pas faire comme si le fait qu'on était en train de livrer une planète plus 4 degrés pour les générations futures n'était pas un enjeu de la jeunesse. Mais ce n'est pas mon enjeu principal. Et c'est tout ce que je défends, c'est que l'écologie, ça doit être transversal, on doit en parler partout, en fait, parce que c'est l'air qu'on respire, c'est la nourriture qu'on mange, c'est ce qu'on produit, si on arrive à vivre dans des maisons qui sont à peu près isolées, c'est toute notre vie, là, tout ce qu'on a, l'énergie dont on dispose pour que tu aies ces caméras, qui fait qu'on est en train d'être filmé, tout ça est lié quand même globalement à la question écologique. Et tout ça n'est pas écologique d'ailleurs. Oui. Mais parce que c'est des bandes passantes numériques. C'est un sujet dont je parle dans le cadre de ces émissions-là, parce qu'on ne peut pas faire comme si c'était décorrélé. Mais ce n'est pas ma grande spécialité. Ça ne fait pas 10 ans que je travaille, par exemple, sur les questions énergétiques. Je n'ai jamais fait d'émission là-dessus. À Blast, mon média, on a Paloma Moritz, qui, elle, est une spécialiste de l'écologie. Et qui, elle, ça fait des années, plus de 5 ans, qu'elle ne travaille que sur ça. Donc elle serait beaucoup plus à même de répondre. Moi, j'avais une dizaine de minutes face au chef de l'État où on m'a dit parle de jeunesse. On m'a pas dit parle pas d'écologie, mais je me suis dit il faut que je parle du sujet dont je suis spécialiste, ne serait-ce que pour être capable de répondre à peu près correctement si besoin. Parce que c'est des sujets qui sont hyper larges, l'écologie. Et surtout, je l'ai dit, je le regrette, parce qu'on est quand même sur une très très grande et très très longue émission. Sur, je ne sais plus, c'était Emmanuel Macron face au défi de la France. Enfin, pardon, mais le défi de la France, c'est quand même l'écologie. Alors, il y a eu une petite partie avec Féris Barca, mais qui n'était même pas en plateau pour répondre. Et globalement, c'est un sujet qui n'a quasiment pas été abordé. Et effectivement, je le regrette. Pour moi, si j'avais les rênes et que je faisais des émissions comme ça, il y aurait une demi-heure sur l'écologie avec des scientifiques, en fait, avec des spécialistes de ces questions-là, des ingénieurs, des personnes qui vont pouvoir réellement, enfin, qui travaillent là-dessus depuis 20 ans. Parce que c'est ça qu'il faut faire. À la limite, sur la jeunesse, bon... Encore une fois, c'est un sujet, je pense d'ailleurs, je ne suis pas la plus grande spécialiste du tout en France, mais c'est quand même un sujet, ça fait des années que je travaille dessus, j'ai fait une enquête entière dessus, je suis allée rencontrer plus d'une centaine de jeunes à travers la France, j'ai quand même une forme de légitimité. Sur l'écologie, si ce n'est que je sais ce que, pour moi, tous les journalistes devraient savoir, en fait. Donc des grandes lignes que j'ai travaillé quand même un petit peu sur les rapports du Conseil pour le climat, j'ai lu les résumés des rapports du GIEC, tout ça, mais pour moi, c'est un socle de connaissances de base qu'on devrait tout savoir. Sur ce sujet-là, qui est un sujet tellement important qu'il faudrait avoir des scientifiques, pour moi, auquel il fait face pendant une demi-heure. Est-ce que l'écologie, c'est aussi lié au désir d'enfant? Parce que tu parles de ce fameux désir d'enfant, et je voulais savoir pourquoi tu te questionnais autant sur ton désir d'enfant dans un monde qui semble s'effondrer, pour reprendre tes termes. J'ai 30 ans, donc forcément, ça me travaille. Ça me travaille de plus en plus, d'ailleurs. Parce que quand tu es journaliste comme moi et que tu passes ta journée à documenter, pour l'essentiel quand même, les problématiques de ce monde, le recul démocratique massif qui est en train d'être à l'œuvre, évidemment la crise écologique, la crise géopolitique, le fait qu'on ait des guerres qui se rapprochent de plus en plus, enfin, tout ça est quand même extrêmement anxiogène. Et moi,
effectivement, ça a beaucoup d'importance. Donc la crise écologique parmi d'autres thématiques, sur le fait que je me dise, mais moi, si je mets un enfant dans ce monde-là, ça va tellement me... Plusieurs choses. Déjà, moi, ça va me stresser de ne pas pouvoir protéger cet enfant, un minimum, quoi, d'être à ce point, dans ce niveau d'incertitude-là. Et ensuite, est-ce que c'est vraiment un cadeau que je ferais à cet enfant-là, de le mettre au monde dans ce monde-là, en fait? Est-ce que cet enfant, potentiellement, l'aurait voulu? Après, ça, c'est une réflexion qui est extrêmement personnelle. C'est pas du tout quelque chose que je revendique. Moi, je dis pas du tout aux gens qui nous regardent, ne faites pas d'enfants ou faites des enfants. Moi, ma position, c'est quand même avant tout de dire aux gens, faites ce que vous voulez. Et je sais que, par exemple, parmi les personnes, même mes amis chers, qui partagent vraiment les mêmes craintes que moi, il y en a qui n'ont pas du tout la même attitude que moi. Et qui disent, au contraire, ça donne une raison de se lever le matin, de se battre pour leur créer un monde meilleur, c'est ce qui donne un élan de vie. Enfin, je sais que j'ai des personnes autour de moi vraiment qui ont pas du tout cette vision-là des choses. Et surtout, je ne suis pas sûre que moi, je la garderai pour toujours. Oui, ça peut changer. Franchement, je pense qu'il ne faut jamais dire jamais, surtout pas sur des sujets comme ça. Après, là maintenant, effectivement, je ne me vois absolument pas avoir un enfant. Mais par contre, tu parles d'hystérie collective. J'ai vu autour de ton utérus. Mais ouais, parce que ça m'a étonnée. En fait, ce que je viens de te dire, là, je l'ai mentionné en une ligne dans mon livre sur l'éco-anxiété et sur le fait que les plus jeunes, donc c'était dans le cadre de l'étude sur les plus jeunes, là encore, ça, l'éco-anxiété. C'est un fait statistique. Hein. Il y a de plus en plus d'éco-anxiété et c'est pas forcément complètement corrélé, mais les jeunes font de moins en moins d'enfants. Oui, ça, bien sûr. Depuis 1946, le taux de natalité, il n'a jamais été aussi bas. C'est massif. Ça, c'est un fait statistique. On peut être d'accord ou pas, mais c'est comme ça. Enfin, c'est la réalité. Et évidemment que j'avais une réflexion dans le livre de dire, mais il faut se poser des questions, en fait. Ça dit quelque chose de cette génération-là. Pourquoi les jeunes font aussi peu d'enfants? Donc j'essaie d'ailleurs de lister ce que disent les spécialistes. C'est pas du tout que l'écologie, hein. C'est aussi la crise économique, c'est aussi le changement de vision du monde, le changement de vision du corps des femmes, enfin, plein de choses. Et j'ai mentionné en une ligne, d'ailleurs, moi, sur l'écologie, effectivement, je ne me vois pas avoir d'enfants maintenant, quoi, dans un monde qui brûle. Et alors, cette phrase, ça a déclenché des polémiques auxquelles je n'étais pas prête. Autant les bad buzz, je pense qu'on est toujours un peu... Il y a plein de cas où on sait que potentiellement ça peut venir. Ça, je ne l'ai pas vu venir du tout. Parce qu'il y a plein de gens que ça a heurté, en fait, que je dise ça. Que juste, moi, je ne veux pas d'enfants. J'insiste, à aucun moment, moi, je dis aux gens, ne le faites pas. C'est pas du tout, ça n'a jamais été ma position. Juste de dire, moi, j'assume ça. Après, je l'ai redit. Du coup, on m'a interrogé dessus dans une émission. Donc, je l'ai redit, exactement de la même manière. Et ça a déclenché mais un flot d'insultes, de débats, mais comment elle est hyper égoïste, qui va payer nos retraites. Moi, j'ai tout, en fait, tout entendu. J'ai remarqué, j'ai observé, quand une femme a ce type de réflexion sur son désir d'avoir un enfant en lien avec l'éco-anxiété, ça crée des réactions d'une virulence. Ah, mais c'est fou. Mais c'est quand c'est une femme. Oui, c'est moins quand c'est un homme, effectivement. Ah, mais vraiment. Comme si c'était, oh là là, mon Dieu, c'est la sainte femme qui peut enfanter, qui dit ça, donc elle va aller à la perte de notre monde. C'est assez terrifiant. Je pense que ça dit encore beaucoup intégré dans notre société. Le fait que ça a été aussi virulent et que... Après, j'ai eu aussi beaucoup de gens qui m'ont défendu, hein, je tiens à le préciser quand même, mais... Oui, ça dit beaucoup du fait qu'on a déjà du mal à parler, ne serait-ce que de notre corps en public, en fait. Il y a un sujet là-dessus, mais alors en plus de ce qu'on veut faire avec notre corps et qu'on ait une décision qui ne va pas dans le sens de ce que des gens ont décidé qu'il faudrait qu'on fasse, c'est quand même... Ouais, c'est un gros sujet. Mais après, je pense que même si je disais je veux faire plein d'enfants, ça pourrait aussi faire un débat. Je pense que c'est aussi juste de parler de ce que je veux faire avec mon corps et que je l'affirme avec autant de fermeté. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui a... Mais je ne me l'explique pas totalement. Hein. Je continue. Ça reste quand même quelque chose encore aujourd'hui d'assez mystérieux pour moi, le degré de virulence, quoi. Salomé Saké, tu penses que tu es plus victime de cyberharcèlement pour tes prises de position parce que tu es une femme? Bon, je pense que c'est un mix des deux. Ouais, je pense que c'est un mix des deux. Après, je pense que vraiment toutes les femmes en sont victimes. Hein. Je regardais quelques-unes de tes émissions avant de venir. En fait, toutes les femmes que tu reçois ici te disent, quel que soit leur métier, quel que soit leur bord politique, te disent qu'elles reçoivent du en fait. Enfin, c'est quand même un truc qui est vraiment pas du tout lié à moi spécifiquement. Après, je pense qu'évidemment, dès qu'on parle de politique ou dès qu'on parle d'économie, de grands sujets de société, peut-être qu'on s'y expose encore plus. Mais et encore, j'ai l'impression que quand même, ça fait partie de notre culture aujourd'hui, quoi, de cyber massivement des personnes qui sont exposées, et particulièrement les femmes. Sur laquelle de tes particularités, sur laquelle de tes singularités t'es le plus attaqué? Franchement, ça dépend des périodes. Franchement, il n'y a même pas de raison. Enfin, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on met du temps à comprendre. Je pense qu'on est cyberharcelé. C'est qu'au début, on croit que c'est de sa faute.
Et au bout d'un moment, après, avec les années, j'ai compris que vraiment, il n'y avait pas de raison. Après, là, je pense que c'est quand même avant tout mon positionnement contre l'extrême droite, en tout cas, qui a valu le cyberharcèlement le plus violent, ça c'est sûr, et le plus massif. Mais bon, ça existait avant que je prenne position. Et puis parfois, vraiment, ça va parler de là, mes cheveux, c'est un gros sujet. Le fait que... Du fait que tu aies les cheveux très longs. Oui, le fait que là, alors là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent que je vieillis. Parce qu'effectivement, je ne suis pas en pierre, donc du coup, je vieillis par rapport au moment où j'ai commencé. Donc j'ai vu des montages où ça faisait avant, après, et qui montraient que... souvent, c'est les masculinistes qui font ça pour expliquer que je suis en train de périmer, quoi. Super, c'est bien, hein. Si t'as pas confiance en toi, t'es mal, hein, sur Internet. Mais non, mais ça peut être... En fait, ça peut être des trucs tellement absurdes. Ça peut être ma voix, ça peut être... Puis beaucoup de mensonges, en fait, aussi. Beaucoup de gens qui s'énervent de trucs que j'aurais dit ou fait, que j'ai jamais dit ou fait. Du coup, je suis là, bon, bah, très bien, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu... je pense que c'est vraiment le lot de l'exposition sur Internet, quoi. Pourquoi le besoin de la part de ces cyber de une femme qui défend ses positions? Encore une fois, je suis pas sûre que ce soit lié au fait que je défende mes positions, hein. Je pense que je suis une femme, point. On est sexualisé. Vraiment, moi, là, depuis le premier jour où je me suis exposée sur Internet, il y avait des commentaires, non seulement sur mon physique, mais très rapidement des « je vais te... » Toi, ouais, le « je vais te... » c'est peut-être le truc qui revient le plus, hein, ou elle attend qu'on la... Des trucs comme ça, enfin, des trucs qui sont liés au fait qu'il faudrait avoir visiblement un rapport non consenti avec moi. Et après, sur le physique, c'est toutes les femmes, je pense, hein. Vraiment, je vois n'importe quelle vidéo, mais même des femmes qui ne parlent pas du tout de politique. On va quand même être ramené à notre maquillage, à nos cheveux, à la manière dont on se tient, à si on a pris du poids. Ça, c'est un gros sujet. Si on en a perdu, pourquoi. Tout est commenté. Tout est commenté, tout le temps. Mais pas que chez moi. Je veux pas du tout me faire, je suis pas genre victime de cyberharcèlement particulièrement. Je pense que c'est le cas de toutes les femmes qui s'exposent. Et il y avait des chiffres qui avaient montré qu'une femme était 27 fois plus exposée au cyberharcèlement que les hommes, quel que soit son degré d'exposition. Donc, je pense que c'est assez juste. Non, mais je pense que de manière générale... non, mais j'aime bien parce qu'il y a ton défaut professionnel qui est une qualité qui ressort à chaque fois. Des chiffres. Les chiffres. les faits. Non, parce que ça montre... Avant de comprendre ça, je le dis comme ça parce que c'est important, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont juste pas du tout, comment dire, très exposées, mais qui vont aussi recevoir ce type de commentaires. Bien sûr. Et j'ai longtemps quand même pensé que c'était un peu de ma faute, ou en tout cas que j'avais un pouvoir là-dessus. Donc j'ai même adapté ma manière de m'habiller, ma manière de parler, en me disant peut-être ça va réduire. Ah, ok. Peut-être ça va... par exemple, un truc que j'adore, c'est le rouge à lèvres rouge. Qui est étonné, évidemment. Donc sur certaines vidéos, au début, je mettais du rouge à lèvres rouge. Et en fait, il y avait tellement de commentaires sur rouge à lèvres, le fait que ça faisait un peu... alors, je vous passe les mots, mais voilà. Il y avait tellement de trucs que je me disais, ah, bon, peut-être j'aurais pas dû mettre ce rouge à lèvres. Et donc, je l'ai enlevé. D'ailleurs, j'ai gardé le fait de l'enlever en me disant, bon... où je mettais, par exemple, des décolletés. Et ça a provoqué des commentaires pas possibles. Donc, je me disais, bon, bah, du coup, je mets plus de décolleté. Et j'avais tendance à tout le temps réduire... Tu t'es auto-censuré. En me disant, j'aimerais bien qu'on parle de ce dont je parle. Donc, peut-être que si je fais tout bien... et en fait, il y a même des moments où je me maquillais moins, on disait que j'avais l'air fatiguée. Oui, mais tu peux pas faire tout bien, parce que le bien pour Paul, c'est pas le bien pour Jacques. Mais non, mais surtout, quoi que tu fasses, à la fin, t'es commenté sur ton physique. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Donc maintenant, je fais comme je veux, mais tout en faisant, non, je dis comme je veux, je pense qu'il y a quand même des trucs que je ferais pas par crainte de ça. Mais globalement, je suis quand même beaucoup plus détendue qu'avant là-dessus. Et ça continue quand même, hein. Donc en fait, quoi que je fasse, et surtout ça continue pour moi, mais pour mes collègues. C'est pas du tout que moi, c'est encore une fois, c'est quelques femmes que ce soit. Ça continue pour mes invitées femmes. Il y a eu une invitée que j'ai reçue là, Sama Karaki, qui est donc docteur en neurosciences, qui est donc une scientifique de haut niveau, qui a écrit des livres que je reçois pour qu'on parle de neurosciences. Enfin, tu vois, t'imagines, l'entretien est sur une table, enfin, il y a zéro sujet. Et en fait, il y a des commentaires qui quand même se disent qu'elle a une poitrine plus importante que moi j'ai l'air d'avoir des fesses plus importantes qu'elle, et que ce serait bien de faire un mix de sa poitrine et de mes fesses pour je sais pas quoi. Et il y a plein de commentaires qui parlent de ça. J'étais là, mais en fait, on peut rien faire. On peut rien faire. Même mes invités, tout le monde, on est toutes commentées là-dessus en permanence. Donc en fait, à ce stade, j'ai juste fait, bon, allez, on ignore en fait. Juste, on ignore, on passe à autre chose. Mais ça n'empêche pas que je continue, quand on m'interroge dessus, à en parler, puisque c'est pas normal. C'est pas parce que c'est banal que c'est normal. Donc c'est structurel, c'est pas que nous, c'est pas lié à ce qu'on fait, c'est lié aussi
pour le coup, quand même, globalement, de la société. C'est important de le comprendre pour pas trop en souffrir si on est victime de ça. Et puis pour pas le faire si on regarde cette vidéo et si on est sur Internet de manière générale, même si c'est une femme que vous aimez pas, en fait. Ce n'est jamais un bon endroit pour critiquer quelqu'un, femme ou homme d'ailleurs. Le physique n'est pas du tout un argument pour critiquer quelqu'un. Si vous voulez critiquer une personne, déjà, on n'insulte pas. Moi, je pense qu'il n'y a absolument rien au monde qui justifie le cyberharcèlement contre qui que ce soit. Et ensuite, on critique sur le fond, en fait, sur les idées, sur la pensée. Et on ne va pas critiquer une femme sur son physique, quoi. Ça n'a aucun sens. Le 3 octobre 2023, Salomé, tu co-signes dans l'Humanité une tribune pour défendre la liberté d'informer. Et ça te vaut d'être inscrite le même jour sur la liste des candidats à la balle dans la nuque, donc du site d'extrême droite Réseau Libre. C'est quoi la liste des candidats à la balle dans la nuque? Déjà, je tiens à préciser que je ne signe jamais de tribune. Je signe jamais de pétition. J'ai vraiment une règle là-dessus précisément aussi pour me tenir loin aussi de ces questions de militantisme. Les seules fois où je le fais, c'est ce qui concerne directement ma profession. C'est-à-dire que là, le journalisme en ce moment est menacé par tout un tas de choses. Et encore une fois, c'est la survie même du journalisme qui est concernée. Donc je me sens concernée par la défense de ma propre profession. Et c'est là où je m'autorise. C'est vraiment le seul endroit où je m'autorise de signer des choses, d'être dans pour le coup, une démarche qui est proche du militantisme. C'est le militantisme pour le journalisme libre. Voilà, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est vraiment la seule fois où là, je vais vraiment... Donc là, cette tribune, ça en faisait partie. J'ai pu faire des vidéos avec Reporters sans frontières, par exemple, qui est vraiment une ONG qui fait un travail extraordinaire pour préserver la liberté de la presse à travers le monde. Donc voilà, ça c'est vraiment... la liberté de la presse, c'est un de mes chevaux de bataille. C'est ma manière à moi je pense, de faire ce qui est... Enfin, d'avoir une utilité. C'est ma manière à moi d'avoir une utilité dans la société. Voilà, donc c'est le journalisme. Effectivement, je signe cette tribune, il se trouve qu'ils reprennent les noms. Alors, j'ai pas bien compris si c'était tous les noms de ceux qui avaient signé, mais effectivement, comme c'était un truc pour la liberté de la presse, il y avait beaucoup de journalistes. Donc, on se retrouve avec une liste de journalistes, avec nom, prénom, pour certains d'ailleurs, des coordonnées plus précises, et en mode d'emploi pour leur mettre une balle dans la nuque sur un site qui est quand même public. Donc, effectivement, il y a eu une plainte collective. Et cette plainte, à ma connaissance, n'a absolument pas abouti. On n'a pas eu de nouvelles. Oui, parce que vous êtes 43 à avoir déposé plainte. Ouais. Donc, quand même. Quand même, voilà. Alors après, il faudrait voir avec les services de police, enfin les personnes qui s'occupent de ça. Pour moi, je n'ai eu aucune nouvelle. Ça fait un an par là. Donc voilà. Et tu dis que c'est souvent des raids de l'extrême droite. Dans mon cas, oui. Contre toi. Ah oui, dans mon cas, oui, beaucoup, puisque je parle de l'extrême droite surtout récemment. C'est-à-dire que leur but, c'est quoi? Ce serait de te décrédibiliser, de faire de la diffamation, de faire de la calomnie, de t'insulter, de te pourrir la vie, de désorienter ton énergie ailleurs? C'est absolument tout ça en même temps. Je pense qu'il y a des stratégies différentes. Il y a les insultes, les menaces, les machins, il y en a beaucoup, mais c'est peut-être même pas l'essentiel. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup de la décrédibilisation, de la diffamation. C'est beaucoup des faux buzz qui ont été créés sur moi. Il y en a un quart qui est sur ma page Wikipédia maintenant, qui sont des trucs faux. Ah d'accord. Qui sont des trucs factuellement faux. Qui sont... Donc volontairement pour te nuire. Ah oui, ça pour le coup, à un moment... Là où c'est inquiétant, c'est que parfois c'est repris par des confrères et des consoeurs dans des médias officiels, surtout des médias très conservateurs. Mais c'est vrai que c'est vraiment c'est la calomnie. L'idée, c'est de te décrédibiliser, dire que ton travail n'est pas sérieux... c'est tout le temps un peu ça, mais après je comprends. J'attaque ce type d'orientation politique. Moi je pense que globalement la haine, l'intolérance et tout, c'est pas un bon modèle de société. Voilà, ça c'est un truc sur lequel je prends une position assez claire. Je ne crois vraiment pas en ça. Je crois beaucoup en nos institutions démocratiques. Je crois que c'est important de préserver les contre-pouvoirs, la presse, la justice. Enfin, c'est des trucs sur lesquels je prends position de manière très claire. Et ce sont des contre-pouvoirs notamment auxquels l'extrême droite s'attaque. Donc forcément, on se retrouve avec ce type de campagne de diffamation. Encore une fois, là où ça m'inquiète plus, c'est le fait qu'il y ait des personnes qui ne sont pas vraiment d'extrême droite, mais qui reprennent ça ou qui y croient. L'idée, c'est de faire de moi quelqu'un de pas fiable. De toute façon, c'est le nerf de la guerre quand on est... Et ça, tu le vis comment? Quand on est une personne, justement, qui est aussi rigoureuse, aussi sérieuse dans son travail? C'est fatigant. C'est fatigant, mais pareil, j'ai appris à lâcher. C'est-à-dire qu'il y a un moment où... Quand je dis que je suis rigoureuse, c'est-à-dire que mes collègues pensent... Je pense, si tu les interrogeais, ils te diraient que c'est même fatigant. Parce que c'est presque... obsessionnel chez moi, c'est-à-dire de ne pas laisser la moindre erreur, la moindre imprécision. Enfin, vraiment, j'ai déjà bloqué des sorties d'émissions à Blast, 5 minutes de la sortie, parce que
littéralement, j'exagère, mais pas il manquait une virgule, mais pas loin, quoi. Vraiment, genre la capture d'écran était pas bien faite de tel truc, dans le cas d'une émission d'1 heure. Il y a vraiment un côté chez moi, ouais, là-dessus. Ouais, mais tout le reste, tu le contrôles pas. Les fake news, Et le tu reste, les contrôles pas. La calomnie, tu la contrôles pas. La haine, tu la contrôles pas. Les insultes, tu le contrôles pas. Je pense que cette rigueur, elle est aussi née justement de l'observation de ces tentatives de décrédibilisation. Et j'ai fini par comprendre, plutôt récemment en fait, que de toute façon, je n'y pouvais rien. Faut vivre avec. Que là, il y a un moment quand c'est inscrit dans des articles. Ce qui me fatigue le plus, c'est que des confrères et des consoeurs reprennent ça. De tous les trucs, les campagnes de diffamation sur Internet, j'en ai eu, mais dans des trucs où on fait des millions de vues, où on raconte n'importe quoi sur moi. C'est quelque chose. Ça, c'est. Voilà. Oui, par exemple, l'avion. Genre, t'appelleras pas prendre l'avion, un truc comme ça. Oui, alors voilà, t'as jamais dit ça. Tu n'as strictement jamais dit ça. On a dit que j'avais dit partout que j'interdisais aux gens de prendre l'avion et tout. Évidemment que j'ai jamais dit ça, mais n'importe quoi. Donc ça, c'est une tentative de décrédibilisation. Oui, parce que du coup, ils ont retrouvé des images de moi où, et en plus, je m'en suis absolument jamais cachée. Bien sûr que j'ai pris l'avion dans ma vie, surtout que moi, c'était même un truc auquel j'aspirais. Parce que je ne l'ai pas pris petite ni rien, donc j'avais vraiment voyager, découvrir le monde. Bien sûr, mais puis surtout, même au début, c'était vraiment le rêve, et j'ai mis du temps avant de comprendre, mais comme beaucoup de gens, que c'était pas possible de faire ça. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années que j'ai pas pris l'avion, mais je le revendique pas, j'en parle jamais. C'est juste qu'il y a des personnes qui se sont mis à mener une campagne pas possible sur une soi-disant contradiction en reprenant des photos, et je les avais littéralement postées moi-même, ces photos, où j'avais été en voyage, notamment d'ailleurs dans le cadre de déplacements journalistiques. Donc je l'avais mis, c'était au tout début de ma carrière et tout ça, et encore une fois, ce n'est pas un secret, je m'en suis jamais cachée. Et ils ont créé par exemple une fausse polémique là-dessus, sur le fait que j'aurais dit aux gens, surtout ne prenez pas l'avion, donc ce que je n'ai pas dit, et que en fait, moi, à côté, je voyageais tout le temps, ce qui n'est donc pas vrai aujourd'hui, évidemment. Et donc il y a toujours un truc, mais ça c'est une polémique parmi 10 000. Enfin, je ne sais même pas combien il y en a eu à mon sujet. Et c'est une chose que l'extrême droite fasse ça. C'en est une autre que des confrères et des consoeurs reprennent ça, et soient dans des articles qui vraiment s'appuient sur de fausses informations. Et ça, c'est dommage, quoi. Ça, c'est un peu, je me dis parfois, c'est fatigant, on a fait les mêmes études, on sait qu'il faut vérifier l'information. C'est vraiment, si vous voulez me critiquer, allez-y, mais faites-le sur des faits, quoi. Mais peut-être que ce livre dérange. Résister, c'est ton dernier livre qui est d'ailleurs en lice pour le prix Babelio en 2025. Félicitations au passage. Donc, Résister au néo mode d'emploi. Moi, je voulais te demander comment tu as enquêté, comment on enquête pour créer un mode d'emploi pour résister à l'extrême droite. Et c'est marrant parce que d'habitude, c'est le terme combat qu'on entend contre l'extrême droite. Toi, tu ne parles pas de combat, mais tu parles de résister, comme si la victoire était déjà là. La victoire, en tout cas, il y a eu des victoires, on va dire. Il y a eu certaines victoires de l'extrême droite. Après, c'est un livre qui, avant tout, c'est pour ça que ce serait hyper bien si les personnes qui ont critiqué le livre, notamment dans notre profession, pouvaient le lire avant. Ce serait incroyable avant d'écrire une critique d'un livre qu'on n'a pas lu, parce qu'en fait, ils se rendraient compte que quand même l'essentiel du livre consiste à dire qu'on résiste avec l'information. Et que moi, c'est le moyen de résistance que je propose. Je suis journaliste, encore une fois, évidemment que je crois profondément que l'information est un pilier démocratique. Et je crois profondément en le pouvoir de l'information, sinon je ne ferais pas ce métier. Donc c'est parce que je suis convaincue que c'est extrêmement utile que je défends l'information vérifiée. Donc c'est un livre qui, avant tout, dans ses deux premières grandes parties, donc qui constituent quand même l'essentiel du livre, rappelle les faits vérifiés sur ce qu'est l'extrême droite. Et avec l'historique, ce que disent des historiens, ce qui se fait à l'international, qui sont les alliés, qui sont les partis en France, qui sont leurs alliés, qu'est-ce que très concrètement ils proposent, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont voté. C'est que des faits. Et ces deux parties, c'est pour ça que c'est un livre qui appelle à résister à l'extrême droite, à résister par l'information sur ce qu'est l'extrême droite. Et c'est un livre, moi, que j'espérais qu'il a... C'est fou, là, l'ampleur que ça a pris, tu vois, mais c'était que les gens s'en saisissent, se saisissent de cette information vérifiée. Et après, il y a une troisième partie où j'explique quand même essentiellement, y compris dans cette troisième partie, donc c'est pour te dire à quel point c'est quand même un livre sur l'information avant tout, à quel point l'information est centrale, comment convaincre, comment diffuser l'information autour de soi, comment s'informer correctement, comment avoir une discussion qui est constructive avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, évidemment comment parler avec des personnes qui votent à l'extrême droite. Moi, je n'appelle pas du tout à exclure qui que ce soit, je ne parle pas des partis, je parle des gens. Des gens qui votent. Moi, je crois quand même profondément en cette capacité qu'on peut avoir à partager cette information, en fait, dans la société, sans passer par des partis politiques. On peut aussi faire ça, de diffuser l'information. C'est quand même avant tout un livre qui parle de ça. Et tout à la fin, c'est vraiment
dernier sous-chapitre de la troisième partie où je parle des méthodes de résistance à l'extrême droite qui peuvent exister en fonction de ce que moi je sais de l'extrême droite, notamment qu'elle peut donc prospérer sur la désinformation, mais aussi sur la division. Et donc de renforcer le corps social est une des pistes. Adhérer à des associations, à des syndicats, à des collectifs. De manière générale, s'inscrire dans un collectif. Être au contact de personnes qui ne sont pas forcément de notre milieu social. Ça peut être très utile, notamment pour justement avoir ces discussions-là. Créer d'autres imaginaires. Créer des projets artistiques. Ça peut être des films, des courts-métrages, des vidéos YouTube. Le contraire des algorithmes. Absolument. Non, mais non, pas le contraire. Ça peut être des vidéos sur TikTok. Ça peut être... toute création mais ce que tu veux dire, c'est aller chercher aussi ceux avec quoi on n'est pas d'accord. Absolument. Ah oui, là-dessus, oui. C'est ça que je veux dire. Mais on peut... en fait, moi, ce que j'appelle avant tout à faire, c'est à ne pas rester dans l'indifférence. À ne surtout pas penser qu'on ne peut rien changer à la société dans laquelle on vit. Parce que c'est ça aussi qui a été organisé, je pense, ces dernières décennies, et pas du tout que par l'extrême droite. C'est cette impuissance collective sur les enjeux que moi je traite depuis des années, que sont les enjeux économiques, que sont les enjeux d'extrême pauvreté, les enjeux de détresse d'une partie de la population, les enjeux d'inégalité, tout ce qui peut nous faire souffrir au quotidien. On a l'impression que c'est une question d'individu et qu'on n'y peut rien. Et que c'est comme ça. Et en fait, ça, c'est un narratif qui est faux et qu'on peut toujours briser. On peut encore changer le sens de l'histoire. Aujourd'hui, on n'est pas gouverné par l'extrême droite, mais on peut aussi, de manière plus générale, en fait, avoir un impact sur la société dans laquelle on vit. On a pu se battre, encore une fois, pour les droits des femmes, les droits de la communauté LGBTQIA+. On peut obtenir des victoires, mais moi, ce que j'appelle avant tout à faire dans ce livre, c'est de se dire, on ne reste pas dans notre coin à se dire, ça ne me concerne pas. Parce que les pires atrocités dans l'histoire ont aussi été commises, parce qu'il y a une bonne partie de la population qui s'est dit, ça ne me regarde pas. Ça ne me concerne pas, j'y peux rien, je peux rien y faire. Et c'est quand on en arrive à ce stade-là que c'est extrêmement dangereux. Et donc, dans ce livre, c'est quand même avant tout un livre d'information, un appel à partager l'information, à soutenir les médias indépendants. Je parle aussi beaucoup du service public, des médias, de manière générale, de ce rôle de l'information. Et c'est un appel à se bouger. Parce que c'est pas moi, c'est pour ça que c'est pas tant un manuel de résistance, c'est pas mon rôle de journaliste de dire... voilà ce qu'il faut faire. Moi, je dis voilà, en ce qui concerne l'information, ce qui me semble être utile, parce que c'est mon domaine. Le reste, je ne le connais pas. Les personnes qui nous regardent ont des compétences, des connaissances de leur territoire, de leur profession, de leur entourage, toutes des choses que je ne maîtrise absolument pas. Elles auront des idées que je n'ai pas, des aptitudes que je n'ai pas. Et c'est pour ça que je donne des pistes beaucoup plus larges sur la question du collectif, sur la question des imaginaires. Vraiment, j'insiste. On peut peut-être pas du tout avoir envie d'être dans un parti politique, en fait, ou même dans une association, ou même on n'a pas envie de partager des informations avec son entourage, on ne se sent pas de ça. Mais peut-être qu'on veut créer de la musique, une musique qui aura un impact, peut-être qui aura du sens et qui va façonner les imaginaires. Peut-être qu'on veut créer un spectacle d'humour. L'humour, pour moi, est un formidable vecteur d'information. Il y a plein d'autres lieux, en fait, où on peut faire démocratie, où on peut être citoyen. Mais pour ça, il faut sortir de la torpeur. On n'est pas obligé d'être politique. Non, mais parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés, en fait, qui m'ont dit, moi, les partis, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Et moi, évidemment que les partis, ça m'intéresse. C'est mon métier de parler de beaucoup d'économie et donc de lois et d'institutions. Mais je comprends qu'il y ait des gens que ça n'intéresse pas. Ah oui, mais il y en a qui regardent, par exemple, Thaïs Descuffon. Donc, oui. Une influenceuse que je t'ai entendue sur un plateau qualifiée d'influenceuse qui fait du soft power. Ah oui. Je voulais savoir ce que c'était cette notion de soft power exactement. Alors ça, c'est dans le cadre de la bataille culturelle qui peut se jouer sur les réseaux sociaux. Il y a effectivement des imaginaires qui sont véhiculés. On revient sur cette idée que l'information n'est pas neutre. La production de contenu, quelle qu'elle soit, n'est pas neutre. Je pense que déjà, il faut comprendre ça pour pouvoir aller plus loin dans la discussion. C'est là où le journalisme n'est jamais neutre. On choisit les sujets, on choisit les titres, on choisit les personnes qu'on interviewe, on choisit l'angle. C'est un exemple que je donne beaucoup, mais pendant longtemps, la neutralité en journalisme, c'était donné lors notamment des années 2010 et de la question du mariage gay, c'était donné 50% de temps de parole aux personnes homosexuelles et 50% de temps de parole aux homosexuels. Ça, c'était la neutralité. Ah ok, c'était vu comme ça. Mais, mais je comprends ce que se sont dit les journalistes. C'est nous, on est en dehors de ça, on est équilibré, voilà. Bon, c'est un point de vue. C'est une prise de position. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait ça, c'est une prise de position très forte, qui est de dire les homosexuels, on voit au chapitre. Et on est en permanence en train de faire des choix. Donc dans les médias, on est en permanence en train de se baser sur certaines valeurs qui font qu'on se positionne, qu'on le veuille ou non, on est positionné.
C'est pour ça que moi, toute ma démarche consiste à dire, voilà quelles sont mes valeurs. Voilà, je suis transparente sur d'où je parle, même d'où je viens, où est-ce que j'ai grandi, quels sont les sujets qui me tiennent à cœur. Et je vous délivre de l'information qui est une information fiable et tout, mais elle n'est pas neutre. Et personne n'est neutre. C'est la même chose dans le contenu d'influence de manière beaucoup plus générale et le contenu du divertissement. Il se base, déjà c'est des choix en permanence. Le simple fait qu'il y ait du rose partout ici s'inscrit dans une certaine vision du monde, évidemment certains goûts, ça véhicule un certain imaginaire. Et les personnes que tu reçois ici, ça a du sens, ça a de l'impact, que tu le veuilles ou non, dans un sens ou dans un autre, dans la société, en fonction à qui tu donnes la parole, comment tu abordes la contradiction, quel sujet tu abordes, voilà. Et donc évidemment que de manière générale, le divertissement, je vais même bien au-delà de ton travail à toi, c'est-à-dire vraiment le divertissement, les blagues qu'on fait s'inscrivent dans un certain type de société avec une certaine vision du monde. D'ailleurs, pendant très longtemps, je sais pas, on faisait plein de blagues, c'était OK de faire ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins accepté de faire ça, parce que la société évolue. Donc rien n'est en dehors de la société. Et ça, l'extrême droite l'a bien compris. Et donc l'extrême droite, déjà, a investi les espaces en ligne très tôt, bien avant tout le monde, du côté politique, parce que l'extrême droite n'était pas invitée dans les médias pendant très longtemps. Donc au début d'Internet, il me semble d'ailleurs que le Front National est le premier parti à avoir été sur Internet, mais de manière générale, tout ce qu'on appelle la sphère, les blogs d'extrême droite, tout ça, ont toujours été très présents. Et aujourd'hui, il y a une stratégie d'élargissement qui passe notamment par des influenceurs qui ne vont pas vous parler de politique, forcément, qui vont vous parler de votre style de vie. Oui, ou de conseils en séduction, comme Thaïs Descuffon. Exactement. Mais Thaïs Descuffon, mais aussi beaucoup d'hommes. Hein. C'est ce que l'historien Patrick Boucheron appelle le fait cool. C'est un mode de vie. C'est pas, on va vous dire des idées d'extrême droite comme ça face caméra et vous parler de politique. C'est, on va vous parler d'une certaine vision des relations femmes-hommes, d'une certaine vision des discriminations aussi, hein, parce que c'est, je veux dire, Thaïs Descuffon, c'est quelqu'un qui a appartenu à Génération Identitaire, qui est un groupuscule qui a été dissous, notamment à cause de sa vision du monde dite très discriminatoire et de propos extrêmement discriminatoires. D'ailleurs, Thaïs Descuffon a été condamnée pour ça. Donc c'est quand même... comment dire, c'est pas une personne voilà, qui est neutre, et effectivement, elle va se mettre à beaucoup parler de conseils de séduction, de comment être bien enfin, comment trouver, alors je sais plus comment elle appelle ça, une femme de valeur ou un truc comme ça. J'avais regardé à l'époque pas mal de vidéos. Mais en tout cas, ça passe aussi du côté des hommes. Hein. Il y a beaucoup d'influenceurs masculinistes. Thaïs Descuffon, elle est très connue parce qu'elle a effectivement des propos extrêmement... extravagants, on va dire, mais il y en a plein qui sont moins connus, qui sont des influenceurs pourtant masculinistes et qui divulguent une vision extrêmement de la société à des jeunes hommes, souvent, qui sont tout simplement en quête de relations, en fait, et qui juste vont taper comment trouver des conseils en séduction ou tout simplement comment faire de la musculation, enfin ça peut être des trucs comme ça, et en fait on se retrouve à se faire prendre dans cette boucle d'algorithmes et à la fin on arrive à des contenus politiques. Mais c'est, encore une fois, c'est un mode de vie qui est diffusé par plein d'influenceurs d'extrême droite. Évidemment, c'est les rapports femmes-hommes qui consistent à considérer la femme comme une potentielle manipulatrice, quelqu'un qu'il faudrait soumettre, quelqu'un qu'il faudrait dominer. Ça s'impose dans cette vision du monde que les femmes auraient pris le pouvoir, il s'agirait de le reprendre. Voilà. Mais c'est aussi... On fait beaucoup de sport, des sports de combat, de préférence violents, on mange de la viande rouge. Et c'est un ensemble. Et attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai absolument pas dit que parce qu'on mange de la viande rouge, on est d'extrême droite, mais simplement, c'est un mode de vie qu'ils vont présenter comme étant cool. Et on va regarder ça en se disant, bah moi je regarde du contenu lifestyle, je regarde pas du tout du contenu d'extrême droite. Et en fait, à un moment, hop, ça va popper et on va se retrouver avec des propos qui peuvent être des propos discriminatoires. Un mode de vie revendiqué souvent sur les réseaux sociaux comme étant un mode de vie traditionnel. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le mouvement des influenceuses tradwife qui est né sur les réseaux sociaux, qu'on voit oui, à grande échelle sur les réseaux sociaux. Comment tu le vois, toi, ce mouvement des influenceuses tradwife? Est-ce que tu estimes que ça contribue à propager une vision dégradante de la femme, ou alors c'est aussi une forme de féminisme qu'il faut respecter? En fait, ça dépend ce qu'on entend par tradwife. Tradwife, c'est quand même à la base un mouvement qui vient des États-Unis, qui est un mouvement très religieux et qui s'inscrit dans une injonction à la femme de rester au foyer. Et en fait, elle est là toute la nuance. Pour moi, à partir du moment où il s'agit de femmes qui simplement montrent leur quotidien et disent « moi, je choisis ça. Moi, ça me convient. Ça me plaît.
je me sens épanouie là-dedans, mais très bien, c'est le combat féministe. C'est que tout le monde puisse faire ce qu'il veut, en fait. C'est que les femmes puissent choisir leur style de vie. Si votre style de vie, c'est de rester à la maison et que vous êtes bien là-dedans, mais très bien. En fait, je pense qu'aucune féministe n'a dit le contraire. Le problème, c'est quand on commence à en faire une règle. C'est exactement comme sur la question de la... Si vous n'avez pas envie d'avorter et que vous pensez qu'avorter est une mauvaise chose, mais n'avortez pas, en fait. Personne ne vous dit qu'il faut avorter. Le féminisme, c'est le choix. C'est de pouvoir rester à la maison si on a envie, ou de pouvoir travailler si on a envie. C'est de pouvoir ou non. C'est de pouvoir disposer de son corps ou non. Et le problème, c'est quand une partie de la population essaie d'imposer au reste de la population ce style de vie. Et donc, dans le mouvement des tradwives, je pense qu'il y a plusieurs courants. C'est-à-dire qu'il y a des courants de femmes qui, tout simplement, montrent leur quotidien, montrent comment elles sont, et que voilà, elles sont bien, elles aiment leur intérieur, mais très bien. Et puis il y en a aussi qui disent c'est la place de la femme. Il y en a qui disent c'est la nature. Là, ça devient très dangereux. Quand on commence à dire c'est naturel, c'est dans mes gènes, c'est comme ça que ça devrait être, c'est ce qui est le meilleur modèle, ça me semble dangereux. Parce que c'est historiquement quand même comme ça qu'on a emprisonné les femmes, qu'on les a laissées dans des conditions, on les a littéralement, quand je dis emprisonnées, c'est-à-dire qu'on était assignées à résidence pendant très très longtemps, et que ça a été une très grande souffrance, ça a été un frein à l'émancipation. Parfois on oublie quand même d'où on vient, c'était il n'y a pas très très longtemps, hein, jusque dans les années 60 en France, une femme, donc nos grands-mères, ne pouvaient pas disposer de leur propre compte en banque, sans l'autorisation de leur mari. Il y a eu quand même le premier conjugal qui va vraiment être reconnu en France, c'est dans les années 90. C'est-à-dire qu'avant, finalement, les hommes pouvaient leurs femmes, ça n'existait pas de... Enfin, on était à ce niveau d'inégalité-là. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Et donc, quand on fait revenir un mode de vie hyper traditionnel comme ça, avec l'injonction à ce que les autres fassent de même, ou l'idée que ce serait le bon modèle, que ce serait ça la place de la femme, là, c'est dangereux. Et c'est pour moi cette nuance qui est extrêmement importante. Et on voit, ce que j'ai pu observer sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui, tout simplement, vous montrent... Mais honnêtement, même moi, je ne sais pas dire que j'en consomme, mais parfois, ça peut être, on montre l'intérieur, une certaine esthétique, des plats, mais pourquoi pas, en fait. Le problème, c'est quand ça devient un discours qui crée une forme de pression. Oui, quand il y a cette question de c'est sa responsabilité, c'est dans nos gènes, là, ça peut devenir dangereux. C'est ça que je dois entendre. Oui, et puis surtout, évidemment, on voit quand même beaucoup plus ça pour les femmes que pour les hommes. Je veux dire, on n'a pas encore beaucoup de... trad husband sur Internet. Ouais, c'est quand même... Non, mais parce que moi, je pense que le modèle de société le plus désirable, c'est vraiment celui où les hommes et les femmes, en fait, peuvent faire ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, pour un homme, c'est d'ailleurs pas forcément simple de vouloir rester au foyer. Et il y a encore une forte inégalité dans la manière dont la charge est répartie de manière générale sur les foyers, la charge mentale, la charge domestique. Je ne vais pas pouvoir développer, mais j'invite vraiment à lire plusieurs ouvrages là-dessus. L'arnaque des nouveaux pères, qui a été écrit par 2 journalistes qui vraiment expliquent justement toutes ces inégalités-là. Et de manière générale, Le couple et l'argent de Titiou Lecoq, ou Le prix à payer de Lucille Quillet et Tiffany Cooper, qui est sous forme de BD, mais c'est le même propos, c'est de montrer à quel point tout ça est quand même politique. Même si on veut se dire que c'est de notre côté et qu'on fait chacun ce qu'on veut, à la fin, il y a quand même des dynamiques qui se reproduisent. Et l'idée, c'est de choisir en conscience ce qui nous convient le mieux. Merci Salomé Saké. Merci je te propose de finir cette interview avec la signature de l'interview chez Zira. C'est des petites questions très rapides du tac au tac. Allez. Très rapides. C'est quoi que tu préfères cuisiner? La shakshuka. La shakshuka. Ah, je connais pas. C'est des poivrons, des tomates, de la coriandre. Ah, la chouchouka. Ouais, je sais pas comment tu le dis. Moi je dis la chouchouka. Peut-être que je dis ça mal, mais pour moi, dans ma tête, c'était la shakshuka. Peut-être qu'on peut dire aussi la shakshuka. Hein. À vérifier. Dites-tout en commentaire. C'est vrai que c'est J'adore excellent. faire ça. C'est excellent avec de l'ail frais. Absolument. C'est très bon. Délicieux. Ton parfum préféré que tu portes? Bonne question. Je porte pas beaucoup de parfums, mais quand j'en porte, je crois que c'est Amor Amor. Parce que le parfum... Cacharel. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est rouge. Vraiment, c'est vraiment ça qui m'a amené à le porter. Je l'ai vu dans une boutique, je me suis dit, c'est trop joli. Il doit te plaire le canapé inspiration Salvatore Dali, là, avec la bouche rouge, alors. Bien, évidemment. Voilà, je m'en doute. La série que tu regardes en ce moment, ou que tu as bingé dernièrement? Mais en ce moment-là, je suis à fond dans The City. Ah, tu refais les épisodes? Ah, mais complètement, je sais. Mais parce que j'ai besoin de... C'est très problématique par plein d'aspects, mais j'adore cette série. En fait, c'est vraiment la série doudou. Je sais pas, ça me permet de mettre sur off mon cerveau, quoi. La personnalité d'extrême droite que tu apprécies le plus?
franchement, je peux pas les apprécier. Que j'apprécie, bah, ce serait une personnalité d'extrême droite qui quitte ses fonctions, en fait. Hein. Je réfléchis, il n'y en a pas, mais non, là... Non, il y en a peut-être une qui te paraît plus sympathique qu'une autre. En fait, moi, je vois quand même vraiment le danger politique que ça représente. J'ai du mal... Je pense que mon travail, justement, c'est de ne pas m'arrêter aux affects et d'essayer de comprendre les phénomènes structurels derrière. Donc, j'ai beaucoup cette grille de lecture-là, j'avoue, là, comme ça... S'il n'y a pas, on ne va pas Il n'y l'inventer. a pas, je suis désolée. Et enfin, est-ce que tu as une routine beauté, une skincare? Pas du tout. Je mets de la crème hydratante le matin. Non, même pas le matin d'ailleurs, que le soir. Et après, je me maquille de temps en temps, pas tous les jours, mais un petit peu. Et j'avoue, j'aimerais bien peut-être plus en avoir une. C'est agréable, mais j'arrive pas à me l'incorporer. Je pense que ça va venir, mais c'est vrai que j'ai pas du tout de routine beauté. Merci Salomé Saké. Merci à toi. On te retrouve au travers de tes livres, au travers de tes ouvrages. Le dernier en date, c'est Résister. Donc vous pouvez le trouver bien évidemment de partout. À 5 €. C'est important de le préciser puisque c'est un choix fort aussi de ma maison. Ah, t'as choisi? Ah bah oui, c'était aucun livre est à 5 €. Ouais, je sais. C'est très rare, donc ça a été une grosse discussion. Et le but, c'était justement que ce soit qu'on ne prenne pas beaucoup de marge ou quoi que ce soit, mais que ce soit avant tout un ouvrage accessible à toutes et tous, qui puisse se transmettre, qui puisse s'offrir et que ce soit simple. Il y a une vraie démarche derrière ce geste, et on te retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Salomé Saké, ton compte TikTok, c'est Salomé Saké, et on te retrouve aussi sur le média Blast. La chaîne YouTube, elle est disponible, vous tapez Blast et vous retrouverez Salomé Saké dessus. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce long entretien. Ouais, j'avoue, ça fait un moment là. C'était pas les défis de la France, c'était les défis de Salomé Saké. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés, regardés. On reste précautionneux dans nos commentaires, c'est hyper important, et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité pour un nouveau décryptage, des nouvelles questions chez Zira. À bientôt, bye bye.